Maintenant qu'on a fait tous les points, on va commencer avec le premier point de notre revue de presse du jour de ce petit lundi, notamment de la tech avec, si j'ai bien compris, une mauvaise nouvelle pour la team Ra. C'est-à-dire, c'est quoi une mauvaise nouvelle pour la team Ra? Eh bien, si le site veut bien fonctionner, voilà, merci. Je vais couper le son. Désolé, le son, je peux pas me faire striker. Voilà. Hop. La BNF, je l'ai vu dans le Discord ce matin, dans notre Discord ce matin. Merci pour la news, pour l'avoir partagé en tout cas. Mais la BNF met un peu fin à son bon plan ultime. Donc merci Betor notamment d'avoir dit ça. En gros, je vous rappelle que le presse, comment dire, le pass presse, un petit peu press reader de la BNF était un plan absolument dingo, puisque pour le prix d'une adhésion à une bibliothèque municipale, vous aviez accès à des centaines de titres de presse, souvent payants. C'était évidemment une très très bonne idée pour rendre la bonne information accessible à tout le monde, avec de l'argent public, c'est génial. Mais on se rappelle aussi que l'ergonomie de tout ça était quand même pas géniale. Donc moi, comme beaucoup de gens, je m'étais abonné. Puis après, je m'étais rendu compte que je n'utilisais pas assez parce que le système n'était pas assez pratique. Est-ce que c'était fait exprès pour ne pas concurrencer les médias eux-mêmes qui faisaient partie de l'offre? Je ne sais pas, c'est possible. Mais voici une news donc, qui date de la fin de semaine dernière. La BNF est tenue de faire évoluer le périmètre documentaire de quelques ressources en ligne afin de maintenir une offre très riche. Voilà, 150 sources à date. L'accès à PressReader est maintenu sur place, mais est modifié de la manière suivante, à distance. Vous devez dorénavant vous créer un compte à la BNF ou dans tout autre établissement abonné et télécharger les titres qui vous intéressent. OK. Vous y aurez accès à distance pendant 7 jours. À l'issue de ce délai, vous devrez à nouveau télécharger les titres qui vous intéressent dans un établissement abonné. Voilà, c'est pas fou. Alors la BNF, c'est quoi? C'est la Bibliothèque nationale de France. Voilà. Ça fait un petit peu, un petit peu mal. C'était pas ça ce qui était pas cher. Ouais, c'était vraiment, 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 vraiment pas cher. Salut Mysteril, on va regarder ça ensemble, tout à fait. Donc, pour les gens qui utilisent ça, bah, ça vous permettait d'avoir très facilement accès à beaucoup, 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 beaucoup de médias pour pas trop cher et c'était vraiment, vraiment cool. Là, c'est un peu plus compliqué, effectivement. C'est réservé aux Parisiens. Non, non, puisqu'on peut aller dans d'autres bibliothèques. On peut aller dans d'autres bibliothèques pour télécharger ces titres, mais c'est très, très, c'est évidemment extrêmement pénible à faire. Voilà, donc écoutez, je sais pas. Ça va, je pense, un peu tuer, hem, ça va un peu tuer, le système et son intérêt, j'ai envie de dire. Mais heu, mais après peut-être que des gens en abusaient trop? Donc je sais pas. Ça fait un petit peu bizarre. Et Mysteril, je crois pas que tu parles de Corsair, mais plutôt de Crucial, non? Bon bref. Ça va pour ceux qui ont une bibliothèque à côté. De toute façon, quand vous avez une bibliothèque, vous avez accès à des médias, quoi qu'il arrive, hein. Ça, c'est pas un souci, hein. Mais l'idée, c'était plutôt d'avoir accès sur vos appareils à distance à beaucoup, beaucoup, beaucoup de médias de qualité. Et là, du coup, c'est plus vraiment le cas. Ou alors, il y a une sorte de système où il faut retourner dans les bibliothèques à chaque fois pour télécharger ce à quoi le passe-presse vous donne, le press reader vous donne. Voilà. Donc, c'est un peu bizarre. On continue avec les news tech et c'est le bordel chez Apple. Voilà, c'est le bordel chez Apple. Vous savez que Apple, qui est une société un peu comme Nintendo, qui est connue pour être extrêmement stable, voilà, avec des acquisitions très très calculées, des employés qui ont globalement restent longtemps, plus longtemps que dans les autres GAFAM. Apple, depuis maintenant quelques années, et spécialement depuis maintenant 1 an, perd énormément de ses cadres et de ses dirigeants. Je vous rappelle que le tout est sur une rumeur de départ de Tim Cook à la retraite, ou en tout cas à la fin de son mandat d'Apple, au bout de 15 ans, l'année prochaine, potentiellement. Il y a beaucoup de rumeurs, encore une fois, des rumeurs qui sont très très loin d'être fondées, mais bon, voilà. On a eu une flopée de dirigeants qui sont en train de partir. Donc vous voyez ici que la semaine dernière, on a John Gianandrea qui est parti, qui était un des hommes qui essaie de redresser la catastrophe IA chez Apple.
avec Siri annoncé notamment en 2024 et c'était le bordel. Ça n'a pas fonctionné. Il va être remplacé par, un des boss de Microsoft, qui passe chez Apple. Mais vous voyez que, vous allez voir que, John Giannandrea n'est pas le seul à partir ou à penser partir. Je vous mets le lien évidemment vers l'article. Tac. Parce que chez Apple, quand il y a des départs, c'est toujours un peu marquant. Ici, nous avons Johnny Srouji, qui est un peu le boss des processeurs chez Apple. Donc un mec, autant vous dire, un mec qui compte et qui, selon des rumeurs très très incitantes, penserait à partir. Et ça commence à faire septième ou huitième gros boss, gros pont de chez Apple qui partirait. Est-ce que c'est parce qu'on sent que c'est la fin du règne de Tim Cook? Est-ce qu'Apple est une boîte moins sexy qu'auparavant? Je peux pas vous le dire, mais vous voyez que, The Verge ici relève un peu tous les départs qu'il y a eu, récemment chez les top dirigeants. Je ne vous parle pas d'en dessous où il y a peut-être plus de mouvement, mais, nous avions eu, le CEO Jeff Williams, qui était parti. Voilà, donc Gian Andrea dont je vous parlais qui a été viré, on va pas se mentir. La boss sur tout ce qui est conditions d'utilisation, politique et cetera, Lisa Jackson, et Kate Adams qui, ont pris leur retraite. Le boss du design et de l'UI, donc Alan Dye, qui est parti chez Meta. Il faut le vouloir pour partir chez Meta. Et ça fait quand même pas mal de monde pour une boîte qui tourne très, très bien, mais c'est jamais anodin quand il y a autant de départs comme ça. Voilà. Peut-on rêver de puces type M par Apple JGPIF? Tout à fait, ça existe déjà, c'est ce que fait, Qualcomm avec les Snapdragon Elite, Snapdragon X Elite, qui sont globalement des bonnes puces, puisqu'elles ont été faites par des anciens de chez Apple littéralement. Donc c'est des bonnes puces, pas au niveau de celles d'Apple, mais ce sont des bonnes puces. Encore une fois, le problème, vous le savez, c'est le software qui est derrière. Donc assez intéressant, de voir cette accélération de mouvement au sommet d'Apple, qui est une boîte connue pour être évidemment très, 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 très stable. Maintenant, on va attaquer le gros problème dont j'ai parlé évidemment pendant Tech On Me jeudi dernier. Je vous rappelle que le replay est en ligne d'ailleurs de chez Pépé Garça. Je vais vous mettre un petit lien vers le replay parce que je ne l'ai même pas fait, tiens. Mais on a évidemment parlé du prix de la RAM qui est en train d'exploser depuis quelques mois et surtout depuis quelques semaines. Je Ce vous qui se mets le passe lien actuellement, il y a beaucoup de ici. Tac, voilà. Regardez-moi le beau PayPay. Voilà. On était avec du beau monde, c'est-à-dire Frandro, Conquerax. Je suis en train de tester les lunettes là, notamment les X-Real avec Otaksu, avec Titavion. Et dedans, moi j'ai parlé du prix de la RAM. Donc je vais m'illustrer avec moi-même, hein, ce qui est un peu bizarre à dire, mais bon voilà. Où est-ce que je suis? C'est là. Boum. L'IA. Voilà. L'IA consomme énormément de GPU, énormément de RAM, énormément de CPU. Vous-même, vous le savez. Je ne vais pas vous le refaire à l'envers. Mais évidemment, les conséquences sont catastrophiques. Et pas que pour les gens qui veulent se monter un PC gamer. Voilà, parce que ça touche beaucoup plus de monde. Tout l'écosystème du PC est touché, puisque si des gens ne peuvent plus payer la RAM ou le SSD, parce que l'IA est en train d'aspirer toutes les mémoires flash de ce monde. Ton père est un voleur, il a pris toutes les mémoires flash pour les mettre dans tes data centers. Vous connaissez le proverbe de beau gosse. Eh bien, ça veut dire aussi que les gens vont pas acheter de carte mère, vont pas acheter de boîtier, vont pas acheter de processeur parce qu'ils vont pas monter de PC si le SSD et la RAM coûtent trop cher. Ça veut dire que des entreprises qui fabriquent des consoles de jeux, des machines globales, elles vont se poser la question à deux fois avant de livrer des machines. On parle d'un Nvidia qui ne livrerait plus justement les mémoires flash de RAM, les mémoires de RAM dans ses cartes graphiques à ses partenaires. Et il y a plein de news ici qui sont sorties. On voit ici que notamment, vous voyez ici que Samsung a été mis en vue par Samsung. Voilà, donc deux filiales de Samsung qui sont censés bosser ensemble. Mais Samsung, la division grand public qui vend des barrettes de RAM, n'arrive plus à s'en fournir puisque son fournisseur, qui est Samsung, le fabricant de mémoire flash, est complètement omnubilé par la bulle de l'IA qui commande de la flash au kilotonne. C'est un peu dur. C'est un peu dur, mais voilà. On a aussi, donc dans les conséquences directes, je vous le mets ici, hein, mais Raspberry
Hop, Raspberry qui doit, évidemment augmenter le prix de ses machines. La Raspberry Pi, on est quand même vraiment, heu, on commence à être loin de la machine initiale, mais vous le voyez ici qu'ils doivent augmenter le prix des Raspberry Pi et des Raspberry 5, 4 et 5, qui vont ne faire qu'augmenter et ça devient vraiment compliqué. Donc vous voyez ici, on prend entre 5 et 25 $. Donc c'est vraiment des hausses de prix assez gigantesques, hein. On parle de 8 à 20, plus de 20 de hausse de prix à cause de la RAM. C'est évidemment pas jojo, voilà. Et enfin, vous le savez aussi, c'est le point le plus important, crucial, disparaît. Donc la branche grand public de Micron, qui est le troisième plus grand fabricant de RAM, au monde, crucial, bah, qui du coup, a des demandes côté B2B. S'est dit: «Ça ne sert plus à rien de vendre de la RAM à prix coûtant ou avec peu de marge au grand public, puisque je peux en vendre beaucoup plus quantitativement et beaucoup plus en termes de valeur et de marge». Bah, on va mettre la totale dans la bulle spéculative. Je pense que Micron pourra recréer et relancer Crucial dans 2-3 ans quand la bulle, de l'IA aura éclaté. Mais pour l'instant, donc vous voyez, Hynix, Samsung, Micron, les plus grands fabricants de RAM, Toshiba pour les SSD, sont en train, eh bien, de, réserver toute leur capacité de production aux startups, aux entreprises de l'IA, donc les GAFAM comme les startups, et c'est évidemment une catastrophe. Je vous rappelle que pour augmenter la capacité de fabrication, notamment de ce type de mémoire, si aujourd'hui on commençait à poser une pierre d'une usine parce que tout est déjà réglé en termes de conception et tout est réglé en termes d'accord avec la région, les subventions, le business model, etc. Si on commence à peser aujourd'hui une brique pour monter une usine qui fabriquerait de la mémoire flash à gogo, il faudrait à peu près 3 ans en moyenne aux États-Unis de construction pure et dure. Donc vous imaginez bien que là, on est sur une situation où on n'arrivera jamais à rattraper la demande, à moins que la bulle, évidemment, explose. Hmm. On ne peut pas avoir l'émergence d'une loi mondiale obligeant les constructeurs à fournir assez de RAM pour le grand public. Bah, ils fournissent assez de RAM pour le grand public. Il suffit juste de payer 900 € pour tes 64 gigas de RAM. Moi, j'ai 64 gigas de RAM Corsair. Vous savez que quand j'ai monté mon PC il y a 6 mois, mes 64 gigas de RAM Corsair, et là, ils ont fait x3. Enfin, x3. Je les aurais jamais achetés à ce prix-là. Mais aujourd'hui, ils valent 3 fois plus cher qu'il y a 6 mois. Le même kit, quand il est disponible. Donc, c'est la loi du marché. Il y a un client qui prend plus que d'autres, les prix s'ajustent. Je vois pas ce qu'il y a d'illégal là-dedans. C'est juste déprimant, quoi. Est-ce que ça va encore grimper, dit Keno Sama? C'est possible que ça grimpe encore. Hem, Là, on est un peu, dépendant et on est un peu raccroché, en fait, eh bien, au bon vouloir de l'industrie de l'IA. Si l'industrie de l'IA s'impose par rapport à toutes les promesses et les investissements colossaux qu'il y a derrière, on en a pour plusieurs années. On parle de prix qui ne redescendraient pas avant 2028, pour la RAM. Si, demain, la bulle éclate, on voit qu'il y a beaucoup de signes de bulle qui éclatent avec notamment les actions de Nvidia et de toutes les entreprises satellites d'Nvidia qui se cassent un peu la gueule là, en ce moment d'un point de vue bourse. On pourrait avoir une explosion de bulles et se retrouver avec un marché qui se réassainit un petit peu, comme le marché des cartes graphiques, où quand bah, les mineurs de crypto se sont rendus compte que bah, le futur, c'était pas de miner des cryptos, mais c'était de les stacker, ils ont arrêté d'acheter les cartes graphiques par dizaines de milliers. Et on a vu sur des marchés, notamment en Chine, dans des étals comme des primeurs, des cartes graphiques par palette, quoi. Et là, justement, on est arrivé à un moment où les cartes graphiques, là, en 2025, étaient assez rapidement revenues à leur prix initial. Donc, à peu près entre 6 et 7 mois après leur sortie, on avait des cartes graphiques qui retombaient à leur prix initial, voire des cartes graphiques qui étaient sous le prix officiel. Donc, c'était plutôt bien. Là, ça va peut-être repartir à la hausse parce que bah, les cartes graphiques, c'est plus les calculateurs GPU qui sont demandés, mais c'est plutôt bah, les TPU, les NPU, les GPU, les CPU, tout. Mais voilà, d'autres types de processeurs, mais on a besoin de mémoire quoi qu'il arrive. Et donc, les cartes graphiques, ça va peut-être repartir à la hausse parce qu'ils ne vont pas pouvoir se faire livrer leur mémoire, qui est souvent une mémoire en plus qui est haut de gamme. Donc voilà, voilà le bordel. Et effectivement, les SSD sont également très très menacés d'exploser de prix.
Moi, actuellement, j'ai 2 SSD de 2 téraoctets. Je me dis que c'est peut-être le moment d'en acheter plus. Je sais pas. Hem, ça peut être, ça peut être le ça va être le bordel pendant très longtemps malheureusement. Voilà, et les cartes graphiques, ça a été le bordel pendant facilement 3 ans, 4 ans pour les cartes graphiques, ça a été le bordel. Avec les GeForce de série 40, on était revenu après, encore une fois, les cartes graphiques, les 6 premiers mois, c'est toujours le bordel. Mais après 6 mois, les cartes graphiques de type série 40 étaient revenues à leur prix initial. Donc voilà, c'est plutôt les séries 30 qui avaient souffert, donc on va dire 3 ans de souffrance. Heu, c'est possible que ce soit pareil que la mémoire vive. Mais le problème, c'est que la mémoire vive, ça touche beaucoup plus de monde et la SSD, ça touche beaucoup plus de monde que les cartes graphiques, Nvidia, quoi. Donc si ça pop, si la bulle, elle pop et que ça s'effondre et que des milliers de boîtes s'effondrent et que des milliards de dollars partent en fumée, heu, on pourrait, durant 2026, avoir une demande de RAM qui redescend. Voilà. Mais après, c'est pas pour ça que l'IA va disparaître, hein. Les services d'IA sont aujourd'hui très populaires et quand on voit les chiffres de Gemini et de ChatGPT, on rentre dans une autre ère. Voilà. C'est juste qu'il y a une partie qui est un peu hystérique, qui est autour. Et Mystery, il y a pas de situation de pénurie, hein. Vraiment là, les entreprises sont en train de en fait, les entreprises, elles marchent tellement bien sur ces mémoires qu'elles ont aucun intérêt à créer une pénurie, parce que, elles vont pas créer une pénurie parce que sinon c'est un autre fabricant qui va prendre leur vente. Donc, sachez qu'il y a pas de théorie du complot. Tous les fabricants de mémoire flash et de mémoire NAND, ils sortent tout ce qu'ils peuvent. Tout ce qu'ils peuvent. Voilà. Quand on voit aussi les tensions qu'il y a avec la Chine, avec les terres rares, avec tout ça, je peux vous dire que là, n'importe quelle boîte qui peut vendre, même à prix d'or, elle vend à prix d'or, hein. Salut Tonamir dans le chat. Et oui, oui, je pense que l'IA est partie pour rester, c'est une vraie innovation. C'est juste qu'autour de cette innovation, il y a quand même beaucoup, 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 beaucoup de spéculation et donc des besoins, des demandes et des commandes sont un petit peu hystériques. Cette demande est due à l'infrastructure dédiée aux phases d'entraînement de l'IA ou ça concerne l'ensemble de l'infra? Ça concerne l'ensemble de l'infra, IA en général. Donc c'est, globalement des data centers qui sont remplis de GPU, de TPU, de NPU et voilà, donc pour ça il faut une quantité astronomique de stockage et de mémoire vive, quoi. Salut Jérémy, on en parle après. On en parle après, de Netflix. Mais c'est vrai que c'est un petit peu la folie, quoi. C'est un petit peu la folie. Et ça me fait peur sur les gadgets qui vont arriver en 2026 parce qu'on risque de se taper vraiment une hausse de prix assez dingo sur nos téléphones, sur n'importe quoi qui a la mémoire du stockage. Donc, téléphone, tablette, montre, ordinateur, console de jeu, etc. Ça risque de repartir à la hausse à cause de ça, quoi. Est-ce qu'il y avait autant de débats et de personnes réfractaires à l'arrivée d'Internet demande coach Carlar? Pas du tout. Pas du tout parce qu'Internet a grandi très doucement. Je vous rappelle qu'Internet, d'abord un projet militaire, puis ensuite qui a été utilisé par les universitaires, puis par le business, les gens et tout. Donc Internet est monté très doucement. Il y a eu une bulle autour d'Internet, hein, évidemment. Il y a eu une bulle autour d'Internet qui a explosé dans les années 2000-2001. Donc il y a quelque chose qui s'est passé, quoi. Mais Internet n'a pas augmenté. Enfin, Internet n'est pas arrivé aussi violemment que l'IA, quoi. Voilà. Bonjour Marie-Cécile, bonjour Mamboudia. Donc ça va être vraiment très, 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 très compliqué. Mais c'est si compliqué technologiquement de produire de la RAM? Oui, produire des barrettes de RAM, performantes avec des taux de yield, donc des taux de réussite qui sont très, très bons, c'est pas donné à tout le monde et puis c'est une industrie évidemment avec des grosses, économies d'échelle. Donc évidemment atteindre des niveaux de performance et des niveaux de prix de barrettes de RAM que vous proposent les Coréens, Hynix, ou Samsung ou Micron, c'est évidemment très dur de venir les concurrencer sur le rapport performance-prix de leurs barrettes de RAM et leur capacité de produire des millions de puces de mémoire, comme ça. Donc oui, c'est une industrie qui est très, très difficile à venir forcer en disant: «Ah bah, moi aussi je vais me lancer dans la RAM, s'ils peuvent pas en fabriquer assez, je vais en faire». Non, non, ça demande des investissements, des infrastructures absolument gigantesques. Voilà. Est-ce que les puces de mémoire demandent des machines de lithographie, des montres GOT? Oui aussi normalement. Normalement aussi, hein. Enfin des puces de lithographie, c'est-à-dire qu'en gros vous devez graver des choses, quoi. Alors c'est pas, on n'est pas en train de graver, des transistors comme des processeurs, mais oui.
Allez, on reprend du coup. Faites attention. Si vous voulez acheter du matos, il y a des grandes chances que le prix que vous voyez actuellement soit peut-être le meilleur prix que vous voyez pour les mois à venir. Donc attention, parce que il y a des grandes possibilités que votre prochain Galaxy S, votre prochain iPhone, puisqu'il y a des produits Apple qui vont arriver en janvier là normalement, donc les MacBook Pro, les iPhones, votre prochaine itération de la PlayStation, tout ça, coûte plus cher. Surtout 2026, ça risque d'être une année un peu difficile. On retourne dans la tech avec des choses un peu plus rigolotes du côté de Samsung. Donc là, on va pas parler de Samsung mémoire flash, qui est, je vous rappelle, la division la plus rentable de Samsung, la division qui fabrique de la mémoire et des chipsets NAND. On va parler de Samsung Mobile, qui est notre, évidemment, filiale de Samsung, le conglomérat, la filiale grand public, qui se sert de ces divisions de Samsung Display et Samsung Mémoire pour fournir notamment du matos à Samsung Mobile. Mais on l'a vu, voilà. Ça y est, c'est officiel après... Hop, je me démute et je baisse la musique. Ok, c'est bon. Me demandez pas pourquoi. Ça a dû couper mon micro, lancer un truc. Ok, donc j'ai rebaissé la musique, j'ai remis mon micro. Donc, comme je vous le disais, Samsung a officialisé son téléphone pliant en 3 et je pense que pour moi, c'est un peu le OSEF. Alors, c'est pas le OSEF dans le sens où ce genre de produit m'intéresse pas. Vous savez que je cours un peu comme depuis des années après la tablette ultime qui serait une tablette compacte, fine, légère, puissante. Les téléphones pliants, pour moi, n'ont pas vraiment donné cette satisfaction que je voulais parce que les téléphones pliants possèdent des écrans dont l'homothétie n'est globalement pratique pour personne. C'est-à-dire, en gros, un écran quasiment carré, légèrement vertical chez Samsung. Et pour jouer aux jeux vidéo, pour mater des vidéos, pour lire des livres et des mangas, ça le fait pas. C'est un ratio qui est pas bon. Le seul ratio qui est intéressant, c'est pour être productif et avoir 2 applications côte à côte en même temps et bosser, etc. Mais on a vu dans l'utilisation des gens qu'en fait, très peu de gens achètent des téléphones pliants pour être plus productifs, quoi. La plupart des gens qui veulent être productifs, ils achètent une tablette ou un ordinateur portable. Donc les téléphones pliants, ils n'ont pas encore trouvé ce moment. En attendant, peut-être qu'Apple arrive, donc je vous rappelle, l'année prochaine avec l'iPhone 18 Fold, on verra ce qu'Apple peut venir proposer à la table pour avoir, encore une fois, un OS et un hardware qui peut-être changeront la donne. Entrent en scène les téléphones qui se déplient en 3. Et la promesse, c'est qu'évidemment, avec la même silhouette, globalement, une fois le téléphone plié qu'un téléphone pliant qui s'ouvre en 2, vous avez un écran qui est beaucoup plus grand et beaucoup plus large, puisque là, on parle d'un écran 10 pouces là-dessus. Et évidemment, 10 pouces paysage, donc c'est vraiment évidemment très très costaud. On parle d'un téléphone très très fin, parce qu'on est sous les 4 mm, si je ne m'abuse, avec le Z Trifold de Samsung. Moins fin que le Huawei Mate XTS, qui je crois descend encore plus bas en termes de finesse. Mais vous voyez ici, vous avez un écran qui a l'air d'être un écran beaucoup plus exploitable, puisqu'on passe d'un écran carré légèrement vertical à un écran plutôt 4/3 horizontal. Et donc, pour la consommation de médias, les bandes noires seront peut-être un peu moins grandes. Pour le jeu vidéo, ça marchera mieux, parce que le jeu vidéo est compatible avec du 16/10, qui est plutôt du 3,5, etc. Bon, bref. Et surtout, le différentiel entre votre écran extérieur et votre écran intérieur est beaucoup plus grand. Voilà. On voit pas la scène, pardon. J'avais défait la scène. Donc, vous le voyez ici. On descend à 3,9 mm, ce qui est vraiment très très fin. Et un écran intérieur 10 pouces, qui est, je crois, un écran intérieur 10 pouces 4/3. Je ne sais plus s'ils ont mis la résolution quelque part. Voilà. Le point fort ensuite de Samsung, c'est que je vous rappelle que Samsung peut transformer ses smartphones d'une certaine manière en ordinateur, avec la fameuse interface DeX que je trouve excellente.
Donc Dex, vraiment, c'est vous avez un menu démarrer, une barre des tâches. Ça se transforme vraiment en ordinateur. Donc à l'intérieur, vous avez le choix évidemment pour avoir une interface de type Android tablette ou une interface de type ordinateur. Et celle de Samsung est très certainement la meilleure du game. Et c'est vrai que là-dessus, ça fait de plus en plus sens de dire une fois que mon téléphone est plié, j'ai une interface de smartphone. Et une fois que mon téléphone est déplié, j'ai une interface d'ordinateur. Donc, il y a un truc intéressant. Voilà. Même si, évidemment, c'est une génération 1, ça vaut 3 000 €. Je pense que l'interface, elle n'est pas encore prête. La totale. Je vous rappelle que ce téléphone n'est toujours pas prévu pour la France. Il arrivera peut-être plus tard, mais pour l'instant, il ne sort qu'en Corée et aux États-Unis et quelques autres pays, mais pas la France, qui est le pays du rapport qualité-prix. Donc, autant vous dire que c'est un téléphone qui va encore moins se vendre que les téléphones pliants classiques. Voilà, c'est le deuxième produit Samsung qui ne sort pas en France après le Galaxy XR, le casque de type Vision Pro. Mais voilà. Bonjour Schnack. Mais je vous rappelle que ce qui me trigger surtout avec ce téléphone, c'est que si je devais mettre, comment dire, 3 000 € dans un téléphone, c'est celui-là ou pas? Dans un téléphone dépliant, en fait, j'irais sur un téléphone qui se déplie en Z. Et d'ailleurs, ça me fait rigoler parce que Samsung, la gamme des téléphones dépliants Samsung, c'est la gamme Z. Et le téléphone qui se déplie en Z, c'est pas un téléphone Samsung. Ça me trigger un peu. Mais le téléphone qui se déplie en Z, c'est un téléphone Huawei, puisque le téléphone de Samsung se déplie en G. Voilà, d'une certaine manière, puisque vous avez une petite ouverture et une plus grande ouverture en termes de charnière. Mais donc le Galaxy Z Trifold devrait s'appeler le Galaxy G Trifold. Et le Huawei Mate XT devrait s'appeler le Huawei Z. Bon, voilà. Pourquoi je préfère celui-là? Parce que comme je l'ai dit chez Pepe Garcia, ce téléphone est beaucoup plus malin dans sa conception, puisque ce téléphone possède un écran qui se déplie en 3. Voilà. Donc vous voyez, ici, vous avez un écran simple qui se plie dans un sens et dans l'autre, et qui fait que lorsque votre téléphone est replié, là, vous avez votre écran complètement déplié en 3 volets, l'écran avec une partie que vous avez repliée en 2 volets, et après vous pouvez le fermer encore une dernière fois pour avoir un seul volet. Pourquoi je préfère? Parce que sur le téléphone de Samsung, du coup, vous avez 2 écrans, un écran interne et un écran externe, donc ça prend de la place, ça augmente les points de panne potentiels. Vous avez une pliure qui n'est pas symétrique, ça me trigger de ouf d'avoir une charnière qui est fine et l'autre charnière qui est 2 fois plus grande, parce que y en a qui doit envelopper les 2 autres couches du téléphone. Là où les 2 charnières du Mate XT sont égales. Et puis surtout, en fait, c'est déjà un putain d'écran. Pourquoi en mettre encore un deuxième? Voilà, le Huawei Mate XTS, je vais le montrer avec des meilleures photos peut-être. Donc je n'ai pas compris pourquoi Samsung n'a pas... Je sais pas pourquoi Samsung n'a pas sorti ce téléphone. Voilà, je sais pas. Je comprends pas. Salut Lozarufus, merci beaucoup pour ton sub. Merci pour les 25 mois d'abonnement. Je banne un connard. Hop, je sais pas ce qu'il fout là, mais... Hop là. Est-ce que j'ai testé le Z Fold 7 en mode productivité? Ouais, mais en fait, ça marche pas vraiment pour moi. C'est pas les téléphones qui sont vraiment qui t'aident à être productif. Si tu veux être productif, encore une fois, t'achètes une tablette ou t'achètes un ordinateur portable. Tu prends pas un téléphone avec un écran un peu plus grand. C'est du bricolage, mais voilà quoi. Vous voyez ici, le déploiement de ce téléphone, il est plus logique. Vous avez l'écran qui est à droite, qui est toujours extérieur, et les 2 parties qui se rentrent à l'intérieur. C'est vraiment Rassure-moi, on n'est pas obligé de déplier pour s'en servir. Non, coach Carlar. Salut Axel Rock. Mais non, parce que justement, j'essaie de vous montrer mieux le truc, mais une fois que c'est replié, une fois que votre téléphone veut les replier, votre écran, là, qui était la partie gauche de votre écran, devient votre seul écran. Et voilà, et c'est utilisable, évidemment. Là, le Samsung, évidemment, il est littéralement fait pour, parce que vous avez un écran externe qui fait qu'une fois qu'il est replié, vous pouvez l'utiliser comme un téléphone de taille quasi normale. Ce sont des téléphones qui sont juste du coup plus épais et un peu plus lourds, mais c'est pas non plus la folie. Mais voilà, c'est comme les téléphones pliants. Vous pouvez évidemment l'utiliser ouvert ou fermé. Mais là, vous voyez, le Samsung, donc, il a 2 écrans au lieu d'un. Il a 2 charnières asymétriques au lieu d'avoir 2 charnières égales.
ça m'énerve. Et il ne peut être utilisé que en mode ouvert ou fermé totalement. Là où le Huawei, vous pouvez utiliser un tiers de l'écran, 2 tiers de l'écran ou les 3 tiers de l'écran. Voilà. Linkalex, il dit salut, le problème du pliage en Z, c'est la fragilité de l'écran externe. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que vous me direz, alors ok, l'écran Z, quand vous le pliez, bah, la partie de l'écran de votre écran, elle est à l'extérieur. Mais effectivement, s'il y a une casse, si vous cassez cet écran, vous cassez tout l'écran. Chez Samsung, si vous cassez l'écran intérieur, l'écran extérieur marche toujours. Mais j'ai envie de vous dire, je ne sais pas si vous avez vu ces produits. Hein. On parle quand même de tablettes 10 pouces qui pèsent 300 grammes, qui font moins de 4 mm d'épaisseur. Est-ce que vous pensez que si vous prenez un shtar ou faites tomber votre téléphone par terre, votre écran, votre téléphone va survivre, qu'il soit en Z ou en G en termes de pliure? Donc je comprends l'argument de dire oui, mais l'écran externe est complètement protégé d'un choc. J'ai envie de vous dire, si à un moment vous tapez un choc pour qu'il va péter un écran sur votre téléphone, avec votre téléphone de 3,9 mm d'épaisseur, le téléphone il est bon pour repartir chez le constructeur. Donc voilà. Oui, les gens, on va parler de Netflix et de Paramount après. Donc de toute façon, encore une fois, on achète un téléphone et une tablette ultra premium, mais qui sont évidemment beaucoup plus fragiles qu'une tablette, j'ai envie de dire, classique. Voilà, puisque dès que vous rajoutez des écrans flexibles, de la pliure, des charnières, c'est évidemment plus complexe qu'un produit fixe. Donc de toute façon, on part sur des produits qui sont pour l'instant un peu expérimentaux et qui vont essayer, qui vont essuyer un petit peu les plâtres pour tout le monde. C'est complètement normal là-dessus. Ça existe des protections en verre trempé pour écran pliant. Pas que je sache, mais la plupart des téléphones pliants ont une sorte de protection en verre flexible déjà. Bref. Et je vous rappelle aussi que Samsung, ils ont cet écran, parce que c'est littéralement eux qui produisent l'écran pliant, même pour Huawei si je ne m'abuse. Samsung a ce téléphone en stock depuis très longtemps, mais ils le disaient eux-mêmes, c'est un représentant de chez Samsung qui disait qu'ils n'étaient pas sûrs de savoir comment le vendre. Donc ça vous explique un peu, encore une fois, l'idée de dire, on peut faire des trucs de ouf, mais est-ce qu'il y aura vraiment un usage qui va avec? Je ne comprends pas comment on peut avoir 2 tiers d'écran sur le pliage en Z, dit Hydromux. Alors c'est très simple. Si j'ai un papier, je te le fais. Ou un téléphone pliant. Il est mon téléphone pliant. T'as ton téléphone pliant qui s'ouvre en deux. Ok. Donc t'as ton téléphone pliant qui s'ouvre en deux. Là t'as... Je sais pas comment vous le dire. T'as ton téléphone pliant qui s'ouvre en deux. Ok. Là t'as un volet qui s'ouvre en 3 mais en rotation inverse. Donc en gros tu peux avoir 2 tiers avec le troisième partie qui est fermé. Tu peux avoir les 3 tiers avec la troisième partie qui est déployée, ou tu peux tout fermer et n'avoir que la partie, le dernier tiers qui est déployé. Donc tu peux avoir 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers avec le Z. Voilà. Avec le G, techniquement, tu pourrais, mais c'est pas supporté apparemment par Samsung. Donc voilà un peu le système. Je n'arrive pas à voir. Je n'arrive pas à voir l'intérêt de l'approche de Samsung par rapport à celle de Huawei. Vraiment. À part effectivement de dire oui, mais une fois que c'est replié, ton écran externe, il est vraiment protégé à 100%. Ok. Mais c'est quand même assez faible comme argument par rapport à des gens qui vont mettre 3000 balles pour avoir un produit vitrine. Et oui, donc Dromux, le tiers principal passe au dos. C'est l'intérêt d'avoir un téléphone en Z, puisque vous voyez qu'on a 2 charnières inversées, qui se tournent chacune dans un sens inverse. Là, on a 2 charnières symétriques qui s'ouvrent et se ferment dans le même sens. Voilà. Écoutez, si ça arrive en France, j'en demanderai à Samsung pour le tester et vous le montrer. J'aime beaucoup l'idée d'avoir une tablette 10 pouces ultra fine et très légère et puissante, parce qu'encore une fois, c'est les derniers processeurs Snapdragon. Mais voilà. On peut aller voir sur GSM Arena la comparaison des deux produits en termes de taille d'écran. Voilà, on va aller voir ça avec Huawei. C'était le XTS. Est-ce que l'écran relab ne serait pas la meilleure solution au final des Linkalex? Comme je vous le dis, l'écran relab, malheureusement, je n'y crois pas pour une question de fragilité de moteur. Parce que
Parce que déjà qu'on a peur pour des charnières aussi fines sur la durabilité de ce genre de produit. Imaginez si on devait avoir des produits aussi fins, mais avec des micromoteurs qui roulent et qui déroulent des écrans sans que sur une mauvaise manipulation, on force le moteur et on plie l'écran ou que la poussière se rentre dedans, etc. Bon, bref. Vous voyez ici, le Huawei Mate XTS, il est à 298 grammes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 298 grammes, le smartphone avec triple écran. Samsung, bel exploit, il est 14 grammes plus lourd, mais avec 2 écrans. Voilà. Vous allez voir, je crois qu'il y a peut-être moins de batterie, mais bon, bref. Donc vous avez à l'intérieur, donc vous le voyez, un écran de 10 pouces pour Samsung et un écran de 10,2 pouces pour Huawei avec des bordures encore plus fines et une résolution encore plus haute. Voilà. Et à l'extérieur, vous avez un 6,5 pouces ou un 6,4 pouces. Et si vous voulez chez Huawei, vous avez les 2 tiers de l'écran en 7,9 pouces, donc qui ressemblent aux écrans de téléphones pliants classiques qui font souvent 8 pouces. Voilà. Non, le Huawei, il est assez fou quand même. Et donc vous savez que normalement, Apple va arriver dans le game l'année prochaine avec un téléphone qui se plie en 1. Voilà, qui se déplie en 2, pas en 3 encore. Est-ce que Samsung arrive un peu trop tard avec un smartphone qui a l'air d'être moins bien que Huawei? Bon, voilà. Le gros avantage de Samsung, c'est évidemment, encore une fois, le software, puisque dans le marché qui nous intéresse, qui est la France, évidemment, je ne tiendrai pas le même discours si on habitait en Chine, mais évidemment, en France, le fait d'avoir Android par rapport à One OS, c'est un immense avantage. Et puis aussi, encore une fois, je ne connais pas le système de transformation de Huawei en ordinateur, mais c'est vrai que le DeX de Samsung, pour avoir utilisé DeX sur beaucoup des téléphones Samsung, j'ai jamais trouvé mieux que DeX. Vraiment, si vous n'avez jamais testé, c'est vraiment impressionnant. Et comment aujourd'hui c'est mature pour transformer votre smartphone en ordinateur, littéralement, avec pour le grand public, très peu de différence visible à l'usage d'un ordinateur Windows, par exemple. Est-ce que je suis content du Pixel 10 Pro Fold? Oui, mais encore une fois, ce ratio d'écran, je le trouve en vrai pas pratique. Donc je l'utilise pas autant que je voudrais parce que ce ratio d'écran n'est pas pratique en fait. Je trouve pas pratique pour beaucoup d'usages que j'ai avec. Voilà, j'essaie de bosser avec. C'est pas très pratique de bosser avec, on va pas se mentir. C'est pas très pratique. Enfin, c'est mieux qu'avec un smartphone, mais c'est comme sur Android, c'est comme beaucoup de bricolage. Est-ce que j'ai parlé du gars qui a réussi à exécuter iPadOS sur son téléphone branché à un écran? Non, j'ai pas vu, je veux bien le lire. Allez, on reste dans les smartphones avec un petit Kickstarter. Ça faisait longtemps, un petit Kickstarter qui pourrait en intéresser certains et certaines d'entre vous, même s'ils se sont déjà fait avoir parce qu'ils ont à peine sorti leur Kickstarter que Apple a changé un peu le design de ses iPhones. Mais voici une coque d'iPhone avec un écran e-ink. Ah, le retour de l'encre électronique, bien sûr. Donc voilà. Alors vous allez voir qu'après c'est relou parce qu'ils vont te vendre un service IA derrière, blablabla, casse les couilles, ça c'est relou. Mais ce qui m'intéressait plus c'était de dire que c'était une coque arrière d'iPhone et à l'arrière de l'iPhone, eh bien vous avez un écran à encre électronique. Vous savez qu'il y a de plus en plus de téléphones qui mettent des infos au dos du téléphone parce qu'on pose son téléphone des fois l'écran vers le bas. Là je trouvais que c'était pas con d'avoir une coque avec un écran e-ink qui soit branché sur votre téléphone. Le problème, c'est que vous voyez comme d'hab, derrière, ça vous vend une sorte de solution IA dont on se fout complètement, quoi. Moi, ça aurait été un écran e-ink qui me permettait juste de lire des livres, des articles et de mettre des notifications à l'arrière. Pourquoi pas, quitte à l'intégrer dans une coque de téléphone, voilà. Pour le reste, c'est un peu bête. Je trouve qu'ils n'ont pas été au bout du délire. Ça existe. Ok, merci pour les articles, les gens. Je mets ça de côté. Hop. Et c'est quoi? Ah, il y avait Jencock qui existait là. Merci pour l'info Tenchu. Ah oui, non, mais ça, c'est le truc qui s'aimante. Oui, non, mais ça, on a vu des choses qui s'aimantent. Là, c'est une coque, en fait. J'aime bien l'idée parce que vu que beaucoup de gens mettent des coques, une immense majorité de gens mettent une coque pour leur smartphone, c'était rigolo d'avoir une coque qui ait une utilité. Voilà. Vous savez que je tourne beaucoup autour de cette technologie qui m'intéresse à plein d'égards. Mais voilà. Tu pourrais faire une coque easy, je pense. Bah, en tout cas, il n'y a pas tant de gens de ça qui l'ont fait.
parce que c'est peut-être une mauvaise idée. Qui sait? On continue avec un petit produit avec pas un écran X, mais un écran. Tout à fait. Où est-ce qu'il est? Il est là. Bouf! C'est le nouveau Garmin InReach Mini 3 et Mini 3 Plus. Vous le savez, InReach qui sont des boîtiers à connexion satellite qui vous permettent d'être évidemment joignables et traçables partout dans le monde. Très utilisés par les personnes qui évidemment partent loin des sentiers battus. Donc on pense évidemment dans des coins naturels assez extrêmes, en mer, en montagne ou en forêt. Et donc, pendant longtemps, on pouvait acheter ce genre de petits transmetteurs. Je vous rappelle que désormais, vos smartphones peuvent également passer certains appels et certaines communications via satellite. Mais c'est vrai que là, on est sur un boîtier qui est renforcé, qui est dédié, qui a une énorme autonomie, qui est très minimaliste et qui désormais vous permet avec son nouvel écran d'envoyer en plus du texte des photos et des images, peut-être pour dire je suis bloqué là avec mon camion au bord d'une falaise. Je vous envoie la photo pour que vous arriviez à voir un peu les conditions, que sais-je encore et tout. Donc évidemment, il ne prend pas de photo. Il n'y a pas d'appareil photo qui est dédié. Il est juste lié à votre smartphone si vous voulez envoyer plus que des textes. Mais évidemment, il est aussi autonome si vous avez besoin d'envoyer des choses. Donc la grosse nouveauté du InReach Mini 3, je vous le mets en lien ici, c'est que désormais, il y a un écran tactile, ce qui rend évidemment l'envoi de messages beaucoup plus simple. Pendant un moment avec le InReach Mini 2, si je ne m'abuse, l'interface était galère de ouf. Il fallait limite rentrer vos messages et mémoriser vos messages d'avance pour avoir des messages préécrits pour dire je suis bien arrivé ou SOS. Évidemment, c'était galère. Là, évidemment, qu'un écran tactile, ça rend les choses beaucoup plus simples. Voilà. Le principe d'une coque, c'est de protéger les semi-conducteurs. Mais qu'est-ce qui va protéger les semi-conducteurs de la coque du Homer Times? Bonne question. Bonne question, tu as raison. Le problème, encore une fois, avec Garmin, c'est que le InReach Mini 3 Plus et le InReach Mini 3 Pas Plus sont évidemment deux appareils qui rentrent dans la valse des abonnements de chez Garmin. Et donc, je comprends encore une fois jamais le nombre d'abonnements qu'il y a chez Garmin qui est vraiment assez insupportable, on va pas se mentir. Où est-ce qu'on voit les abonnements là-dessus? C'est toujours un peu compliqué. Marine Aviation Sale, Support Smartwatch, Map Discover, Garmin Pay, Garmin... Où est-ce que c'est leur petite vente? Leur petite vente d'abonnements là. On a eu ça avec notamment la Fenix 8. Donc, je rappelle que la Fenix 8 Pro est désormais une montre Garmin qui possède un équivalent de 4G et de communication satellite. Tu dis super. Le problème, c'est que derrière, vous devez payer des abonnements spécifiques. Il n'y a pas de 4G, par exemple, normal avec les montres Garmin. C'est une sorte de 4G qui est limité à un peu une sorte d'écosystème Garmin. Donc un peu genre... un peu relou. Garmin Connect, Garmin IQ, Fly Garmin, Garmin Explore, Navtronics Charts. Où sont les abonnements Garmin? Parce que c'est toujours un bordel de fou. Où est-ce que je peux trouver les trucs? On va aller voir la Fenix 8 Pro. Alors, acheter, voilà, blablabla. Ils cachent bien leurs abonnements. Couverture, acheter, voir les offres. Donc, dans les abonnements généraux, regardez-moi voilà ça, le nombre d'abonnements qu'il y a. Garmin Connect Plus, Outdoor Map Plus abonnement, abonnement pour les montres connectées pour enfants, abonnement TACX Premium, abonnement Garmin Golf Membership, abonnement pour montres connectées en général. Je ne sais pas ce que c'est la différence avec une autre abonnement LTE, mais bon voilà. Abonnement Volt, abonnement consommateur InReach, abonnement professionnel InReach, abonnement InReach Flex Team, Navionics Boating App Marine Chart Suppression, abonnement aux cartes marines, abonnement On Deck, programme Active Captain destiné aux entreprises, abonnement LTE pour le suivi des chiens. Bon voilà, c'est compliqué. Alors après, évidemment, si vous achetez un InReach Mini, vous n'aurez qu'une offre d'abonnement qui va avec, qui est l'abonnement InReach. Je crois que c'est un abonnement qui va vraiment avec. Mais si un jour j'ai un abonnement InReach plus une montre connectée, je paye quoi comme abonnement chez eux? C'est un peu compliqué à comprendre. C'est un peu le bordel. Donc là, il faut aller voir aussi les abonnements qu'il y a entre eux, produits compatibles, vous aurez aussi d'autres fonctions. Voilà. Donc il y a le InReach Consumer Plan à 9,99€ par mois et le Outdoor Map Plus à 5,99€ par mois. Enabled dans l'abonnement
Essential, Standard, Premium. Donc, dans le InReach Consumer Subscription Plan, il y en a déjà 4, entre 10 et 50 balles, quoi. 10 et 60 euros. Je souffle fort. Hein. On est bien d'accord que les appels, les SOS sont gratuits chez Apple via Academy. Tout à fait. Chez Samsung et Google aussi. Après, là-dessus, j'ai pas envie de compter ça comme le fait que les autres boîtes sont des escrocs par rapport à Apple, Google et Samsung. Je vous rappelle que Apple, Google et Samsung possèdent de telles offres, de tels leviers de négociation et de tels moyens qui peuvent se permettre de vous offrir ces connectivités via satellite sur vos montres et vos téléphones. Mais évidemment, à la base, ça coûte très très cher. Et très peu de boîtes peuvent se permettre d'offrir ça gratuitement. Donc là-dessus, je dirais que c'est pas tant un défaut de la part de Garmin et consorts qu'un effet bénéfique d'être une boîte de la taille de Samsung, Apple ou Google, quoi. Voilà. Et donc je vous rappelle aussi que ce qui m'avait un peu choqué, c'est que la Phoenix 8 Pro possède le satellite et la 4G, mais que la 4G, c'est pas la 4G Orange ou SFR. C'est une 4G propriétaire Garmin, un peu limitée. Donc là, tu fais... Wow. Relou. Relou. Allez, on continue maintenant avec des annonces. Et ça va être évidemment la grosse annonce qui a eu lieu au début de l'année. Au début du mois maintenant. Eh bien, c'est Sony qui a enfin sorti son arlésienne, évidemment, le Sony A7S Mark V. Et c'est un produit qui est important parce que je pense que c'est un produit qui annonce une inflexion chez Sony. C'est-à-dire que Sony sont leaders depuis quelques années maintenant sur ce type de boîtier. Et on sent que ça y est, Sony, comme tous les leaders, sont en train, je pense, de marquer le pas. Et c'est la grande classique. Donc Sony qui a balancé 4 innovations par an non-stop, avec des prix très serrés, une grosse agressivité. On sent depuis quelques années que les prix augmentent, mais que la sortie des boîtiers s'espace et que les avancées technologiques baissent un peu. Attention, je dis pas que c'est des mauvais boîtiers. Hein. Encore une fois, vous allez voir que la 7.5 est en photo très certainement un des boîtiers, peut-être le meilleur boîtier du marché. Mais on sent que Sony joue à Canon Nikon et que Canon Nikon joue à Sony depuis quelques années. Et quand on voit les boîtiers que sortent Canon Nikon par rapport à ce que sort Sony depuis quelques années, ou même Panasonic et autres, l'excitation est plus trop du côté de chez Sony. Mais bon, bref. Pour un boîtier qui n'augmente que de 200 euros par rapport au précédent, parce que le Sony A7 IV était sorti à 2799 euros, ce Sony A7 V sera à 2999 euros, ce qui, 4 ans plus tard, et avec l'inflation, globalement, c'est un prix qui se maintient, ce qui n'est pas donc une mauvaise nouvelle. Eh bien, ça annonce des choses intéressantes, notamment en photo, parce que nous avons un nouveau capteur, 33 millions de pixels, semi-empilé, semi-stacked. Et enfin, une rafale à la hauteur des petits concurrents, puisqu'on monte jusqu'à 30 images par seconde. Le tout avec, vous le savez maintenant, les dernières innovations de Sony, notamment en termes d'autofocus, qui sont toujours les rois de l'autofocus. D'un point de vue design, on est littéralement sur un Sony A7 IV ou A7R5, avec la fameuse articulation d'écran qui est très chouette. Personnellement, je trouve que le design et la prise en main, c'est pas ce que je préfère chez Sony. Clairement, je trouve que les boîtiers Canon, Nikon et Panasonic sont beaucoup plus agréables en main. Voilà, donc je ne suis jamais très fan de l'ergonomie. Mais vous avez par contre, vous le voyez ici, la double articulation qui permet d'avoir un écran qui s'incline dans l'axe du capteur pour les fans de photo, et puis aussi un écran qui part en volet à 180 degrés double rotation pour les fans de vlog et de vidéo. Voilà. Chez Carton, ce n'est pas le A7S, non, c'est le A7. Je pense que le A7S est une gamme qui est potentiellement morte désormais, puisque Sony, évidemment, pousse les utilisateurs à acheter des boîtiers maintenant FX pour la vidéo et des boîtiers A7 pour le côté hybride. Donc, vous le voyez ici, on a un renouvellement assez conséquent du couple, évidemment, processeur-capteur. Il faudra évidemment attendre de voir vraiment la qualité d'image qui va avec. Mais là où le bas blesse, c'est qu'en vidéo, par rapport aux petits concurrents qui sont des fois beaucoup moins chers, le Sony est vraiment très 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 conservateur côté vidéo. Et on voit bien que Sony, encore une fois, est en train un peu de créer des compromis sur cet appareil qui va être son appareil star en termes de vente, pour vous pousser évidemment à acheter derrière des Sony FX et autres. Voilà. Donc là, on est toujours limité à une 4K 60 fps qui est même pas en plein capteur.
Il n'y a pas d'open gate, donc pour les gens qui sont fans de vidéo, l'open gate c'est filmé avec tout le capteur et pas une partie du capteur, puisque je vous rappelle que les capteurs sont en 3,5 et que les images pour la vidéo que vous filmez sont en 16 neuvième. Mais ça reste une offre qui semble sûre. Et pour des gens qui sont dans l'écosystème Sony, évidemment, c'est une mise à jour qui, je pense, sera tout à fait honnête. Mais voilà, je sens quand même que Sony, ils sont en mode, maintenant, on va se mettre à un peu itérer tranquillou et pas trop se prendre la tête. Wako qui dit que la 4K est en full frame, la 4K 120 est en crop APS-C. Ouais, ça, c'est un peu tristoun, quoi. C'est un petit peu un tristoun. Voilà. Donc là, je cite mon ex-collègue Louis Royer, qui était mon collègue de la photo chez Les Numériques, qui est désormais officier chez Phototrend. Mais voilà. 4K 60 fps sans cadre. Voilà. Et du 4K UHD classique sur un échantillonnage 7K. Mais évidemment, avec, je vous rappelle, 33 millions de pixels, on freeze les 8K. Bon, bref. On aurait pu faire quelque chose, surtout sur l'open gate. Donc, je rappelle que l'open gate intéresse beaucoup de gens parce que le fait de capter l'image sur tout le capteur et pas une partie horizontale du capteur facilite beaucoup la création de contenu, notamment quand on fait du contenu vertical en même temps. Voilà. Bref. Je vous ai déjà parlé de Shurman Boudia, je vous en reparle régulièrement. Après, la 4K 120 qui a été bien meilleure que la 4K 120 du R6 Mark III d'Iwako. Ah. Intéressant de savoir. Mais c'est vrai que quand on voit les Panasonic S5 2X, S1 ou les Canon, les Nikon ZR là-dessus, bon, on se dit qu'en vidéo, pour des boîtiers qui coûtent moins cher, on peut faire des trucs vraiment beaucoup plus intéressants que ça. Donc, je vous rappelle que le Sony A7 V est un boîtier qui est un boîtier à tout faire, un boîtier dit hybride et qui veut faire globalement de la photo bien et de la vidéo bien. Mais si vous ne faites que de la photo, il y a un boîtier plus spécialisé, et si vous ne faites que la vidéo, il y a un boîtier plus spécialisé. Donc voilà, c'est toujours l'équilibrage pour vous donner quelque chose qui est carré, convaincant, solide, mais qui ne va pas à 100% des choses, évidemment, dans chacun des secteurs. Mise à jour sage, je pense que si vous avez un A7S4, il n'y a pas beaucoup d'intérêt à passer à l'A7S5, à part pour l'autofocus et la vidéo. Mais si vous voulez vraiment faire mieux en vidéo, je pense qu'il y a des offres plus intéressantes que le A7 V. Voilà. Et vous voyez, il a fait aussi une petite cure, un petit peu, je pense, d'épaisseur, puisque vous voyez que le boîtier est hérité plutôt du A7R5, voilà, qui était un petit bébé quand même. Donnez-moi 2 secondes, j'ai reçu un petit mail, je vous réponds tout de suite. Je check tout de suite le mail et voilà. Hop. Donc voilà pour le Sony A7 V, grosse annonce photo parce qu'il est attendu par beaucoup de personnes depuis assez longtemps maintenant. Un best-seller de chez Sony, un appareil photo qui est certainement un appareil photo premium très très complet, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de quoi s'en relever la nuit comme à l'époque où Sony annonçait le A7 III, le A7R 4, le A7S III, la FX5, non, la FX3 pardon, le Sony A1 ou Sony A9 premier du nom, qui étaient vraiment des appareils ultra marquants ou ultra intéressants. Là, on rentre, je pense, dans un petit ronronnement de leader, ce qui n'est pas non plus... bon, je trouve pas ça... Personnellement, je trouve pas ça ouf, quoi. Voilà. On va quitter la tech maintenant, enfin la tech hardware, parce que j'ai d'autres sujets qu'il est déjà 16h15 et qu'il faut absolument qu'on parle de Netflix. Voilà. Je voulais juste... non, je vous en parlerai la prochaine fois. Clavier, peluche, audio, incroyable. Ce sera pour la prochaine fois. On va parler du coup maintenant de gaming et après on va finir avec Netflix notamment. Voilà. Alors, on va commencer maintenant la section gaming avec un au revoir et une mixtape d'au revoir. La classe, je ferme tout, voilà. Avec ici le revoir de Katsuhiro Harada, le papa notamment de Tekken et de plein de jeux de baston chez Bandai Namco, qui profite des 30 ans de la licence Tekken pour dire allez, c'est le moment de passer le flambeau. Il explique globalement que ça fait 4 à 5 ans qu'il est en train de déléguer petit à petit ses responsabilités pour partir serein.
Il part aussi à un moment où je vous rappelle que Tekken 8 et la communauté Tekken sont un petit peu en divorce depuis quelques temps avec des approches de game design et de commercialisation qui n'ont pas du tout plu à la communauté. Mais c'est vrai que Katsuhiro Harada restera un homme très fort et très emblématique de la scène Versus, puisque c'était non seulement donc, le producteur de séries très importantes comme Tekken, mais c'était aussi évidemment une forte tête et une personnalité qui aimait taper des clashs rigolos avec les gens de chez Capcom, avec les gens de chez Tecmo et tout, et qui globalement était quelqu'un qui est très respecté, très connu dans la scène. Ce qui était aussi intéressant, c'est que Harada était aussi quelqu'un qui avait pas trop sa langue dans sa poche. Donc quand il n'était pas content d'un truc, bah, il le disait assez clairement. Donc ça a été le cas notamment avec ce qui s'est passé autour de Tekken ces derniers temps, autour de Soul Calibur. Mais aussi le truc que je trouve fort, c'est qu'il explique aussi quand même que au lieu de partir encore une fois sur le petit bullshit talk corporate pour dire voilà, je pars explorer des nouvelles opportunités professionnelles, machin et tout, j'ai bossé avec les gens les plus intelligents de la Terre, blablabla, il dit bon bah voilà, moi j'ai eu des hauts, j'ai eu des bas, et surtout je pars parce que ben combien de temps il me reste à vivre globalement? Je me rappelle qu'il y a quelques semaines, c'est le créateur de Ninja Gaiden et de Team Ninja, j'ai plus son nom, c'est quelqu'un va me le dire dans le chat, qui est parti, qui était un ami notamment de Harada, et je pense que ça a dû le toucher. Pas que ça, parce qu'encore il le dit, hein, ça fait plusieurs années qu'il prépare son départ, mais, mais, euh, mais évidemment ça joue, ça joue. Ces dernières années, j'ai vécu la perte de plusieurs amis proches, voilà, dans ma vie personnelle. Et dans ma vie professionnelle, j'ai aussi vu de plus en plus de personnes qui partaient à la retraite ou qui passaient le relais, en tout cas, et notamment des collègues que je respecte énormément. Ces accumulations d'événements m'ont fait réfléchir sur le temps que j'ai en tant que créateur, en tout cas. Pendant cette période, du coup, j'ai demandé conseil à Ken Kutaragi, Monsieur PlayStation, hein, je vous rappelle, hein, que je respecte autant qu'un deuxième père, et il m'a donné en retour des encouragements et des conseils, évidemment, très 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 importants. Et ces propos, nos dialogues m'ont doucement aidé à prendre cette décision que je prends aujourd'hui, quoi. Voilà. C'était Itagaki, ouais, c'était Itagaki, pardon. Tout à fait. Merci beaucoup pour la précision King Ice. Donc départ d'un monsieur très important pour une licence qui est très importante. À un moment, cette licence ne va pas très très bien. Alors je vois pas que Tekken 8 c'est plutôt bien vendu, mais que vraiment avec la communauté ça se passe pas bien. Mais ce qui est drôle, c'est que le cadeau d'au revoir, c'est que Harada-san nous laisse. Ah, je suis pas logué. Harada-san nous laisse avec un mix, puisque je ne savais pas. Mais c'est aussi un DJ qui a dit j'ai jamais voulu mixer en 30 ans. Et là, il nous laisse un mix de. Attends, je vais essayer de me connecter. Un mix de Tekken qu'il a fait lui-même avec des remixes, des choses comme ça et tout. Donc je trouve ça assez rigolo. Assez rigolo là-dessus. Mais ouais. Et ça aurait été très stylé qu'un jour ils viennent se caler à un événement et qu'ils viennent mixer là-dessus, quoi. Et je crois qu'il apparaîtra une dernière fois en tant que producteur de Tekken à un événement début 2026. Voilà, il le disait ici. Au final, TWT. Et après, ce sera tout pour lui. On continue avec le jeu vidéo et avec du coup l'arrivée d'un petit joueur, mais qui avait déjà bossé autour du jeu vidéo, puisque nous avons Bad Robot. Donc pour les gens qui ne connaissent pas Bad Robot, c'est la boîte de prod et bien comment dire je me fais encore mute. J'en peux plus. Il faut vraiment que je gère ce système qui fait que je me mute des fois en ouverture de certaines pages. Je comprends pas. Il doit y avoir un player quelque part qui perd la priorité. Bon, bref. Je sais pas à quel moment j'étais mute, mais donc voilà. Donc Bat Robot de J.J. Abrams s'associe avec Mike Booth, un des créateurs de Left 4 Dead, pour sortir un jeu en coop, un FPS en coop. Je vous rappelle que les gens de chez Left 4 Dead avaient déjà tenté de relancer l'esprit de Left 4 Dead pour un Left 4 Dead, une suite spirituelle qui n'avait pas du tout fonctionné. J'ai plus son nom même d'ailleurs en tête. Pourquoi pas? Écoutez, dit comme ça, je suis en mode bon. C'est pas comme si le genre des shooters coop était rare. Je pense qu'il en aura quand même déjà beaucoup.
C'était Back 4 Blood, tout à fait. Tout à fait. Plus intéressant, on a aussi maintenant les chiffres de Expedition 33 du côté d'Xbox. Parce que je vous rappelle qu'Expedition 33 s'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires alors qu'il est sorti sur le Game Pass en jour 1. Voilà. Microsoft qui s'est fendu d'un petit communiqué pour expliquer bien qu'à un moment où Clair Obscur Expedition 103 s'annonce comme le jeu de l'année aux Game Awards, ce jeu qui, 9 mois plus tard, n'en finit pas de déchaîner les passions et, de remporter tous les prix et tous les suffrages des gamers comme des professionnels de l'industrie, c'était le plus gros lancement de titres indé, non Xbox, sur le Game Pass en 2025, basé sur le nombre de personnes uniques qui ont joué les 30 premiers jours de la disponibilité. Puisque vous imaginez bien que quand les jeux sortent sur le Game Pass, un peu comme quand les jeux se vendent, globalement pendant longtemps dans les ventes physiques, 80%, 85% des ventes se faisaient dans les 2 premières semaines. Et j'imagine que c'est pareil quand ça arrive dans le Game Pass, ça se fait beaucoup sur les premiers jours pour donner un peu une tendance. Mais voilà, à un moment, encore une fois, on a eu une très très grosse année. Je vous rappelle que le Silksong était aussi jour 1 dans le Game Pass. Se dire qu'un jeu qui vient d'une nouvelle licence, d'un nouveau studio, et qui n'a pas eu une très grande publicité avant sa sortie, par rapport aux autres mastodontes du genre, il est le jeu le plus joué sur le Game Pass cette année. Attention, ça ne veut pas dire que c'est le jeu le plus joué sur le Game Pass tout court, c'est le jeu le third party, éditeur tiers le plus joué. Donc j'imagine quand même que des Call of Duty, peut-être pas des Doom, mais des Call of Duty restent quand même numéro 1. Mais c'est quand même assez fou. C'est quand même assez fou. Donc je me demande si Sandfall ne va pas tenter une annonce un peu fofolle durant les Game Awards, genre un DLC, la suite. Voilà, bon. La dernière fois qu'après Microsoft a félicité un jeu pour dire waouh, c'est ça le jeu vidéo qu'on aime, c'était Hi-Fi Rush et ils ont fermé le studio après. Bon, heureusement que Sandfall ne leur appartient pas. Je crois que Clair Obscur c'est 5 ou 6 millions de ventes déjà, non? Pour un jeu qui est sorti jour 1 dans le Game Pass, c'est très très costaud. On va maintenant parler d'un autre jeu qui a beaucoup fait discuter ces derniers temps et que je fais tourner un petit peu beaucoup aussi et qui annonce des nouvelles. C'est Ball Pit. Et d'ailleurs, on dit pas Ball X Pit, on dit Ball Pit. Donc, je vais couper la musique ici. Je mets un peu la musique avec une voix qui est assez rigolote. Voilà. Et donc, Ball Pit s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires déjà depuis sa sortie. Et donc, Kennison, le designer de Ball Pit, dans ce trailer assez drôle, vient d'annoncer 3 mise à jour gratuite pour 2026. Que demande le peuple? Nouveau perso, nouveau biome, nouvelle bouboule, nouveau bâtiment. Voilà. Moi, je suis à un moment où j'ai globalement débloqué tous les bâtiments, tous les persos, et je suis en train de tester les derniers niveaux en mode plus. Mais vous voyez ici qu'il y aura une mise à jour en janvier 2026, une en avril 2026, et une en été ou septembre 2026, je crois. July 2026, non, un peu avant. Et voilà, et ce sera, bonne nouvelle, gratuit pour les gens qui ont acheté Ball Pit. Donc, je vous avoue, très content. Je joue littéralement actuellement à Ball Pit en mode idle game. Donc vraiment, il y a un perso de Ball Pit qui joue à votre place. Donc vous pouvez littéralement laisser le jeu tourner pour vous, quoi, si vous le voulez. Mais c'est évidemment la drogue. Si vous n'avez jamais joué à Ball Pit, je vous rappelle, Ball Pit est un mélange de roguelite et de arcadoïde. Donc c'est comme un casse-brique, en plus complexe, évidemment, avec des persos. On peut débloquer une douzaine de persos. Il y a un nombre de types de balles qu'on peut tirer qui est assez gigantesque. Évidemment, après, on peut faire des combos de balles pour fusionner les balles et créer des nouvelles balles avec des effets nouveaux ou des effets cumulés. On peut jouer avec 2 persos à la fois. Bon, bref, il y a toute une partie gestion de sa petite ville ensuite pour grappiller des ressources entre deux runs. Et vous imaginez bien qu'à la fin d'une run, vous gagnez des ressources et de l'argent pour augmenter votre ville, qui va elle-même augmenter vos persos, qui vont pouvoir aller taper des niveaux, des biomes ou des modes de jeu toujours plus durs pour apporter encore plus de ressources et d'expérience. Vous connaissez le système de jeu. Est-ce que je suis toujours en pause de Silksong? Non, j'ai essayé de battre Trobio, version vénère, hier, et j'ai échoué et j'ai reposé le jeu. Voilà. Des balles ou des billes?
Bah, en français, ils disent des béboules en français. Et sachez qu'il y a deux trois combos de persos et d'effets de béboules qui sont assez fous et qui, des fois, vous permettent vraiment de rouler sur des niveaux quand vous avez des bons trucs. Mais c'est chouette. Donc voilà. Bonne nouvelle en tout cas pour Ball Pit. Euh, Achetez-le. Pour le prix, vous en avez pour quelques heures de méga fun. Ça pète dans tous les sens. C'est un peu no-brainer. C'est moins no-brainer que Vampire Survivor, mais c'est quand même un peu no-brainer. Ça saute de partout. La montée en puissance, c'est rigolote. Voilà. Autre jeu maintenant qui continue à nous donner du bonheur et des bonnes nouvelles, c'est Ark Riders. Non, je déconne, c'est pas Ark Riders. C'était le Ark Riders l'année dernière. C'était Helldivers 2. Et Helldivers 2 a enfin réussi à réduire sa boulimie d'espace à un moment où les SSD vont doubler ou tripler de prix. Ark Riders, qui avait un problème de redondance d'assets avec les différentes mises à jour et les différents patchs, a enfin réussi à changer tout cela. Et le poids du jeu, qui était monté à 150 gigas, va descendre à 23 gigas. Littéralement l'émission de Biggest Loser. Tu parles d'un changement de régime et d'une nouvelle taille de frein, quoi. On perd 85% du poids du jeu. Voilà. Euh, Merci. À un moment où je vois que des NBA 2K pèsent 150 gigas, des codes avec tous les modes pèsent 200 gigas. Bon, bref, des trucs complètement délirants. C'est évidemment une bonne chose de réoptimiser, j'ai envie de dire, les fichiers de ton jeu pour qu'ils pèsent moins lourd. C'est accessible en bêta et j'imagine que vous aurez peut-être un jour accès en mode non bêta à cette version affinée, on va dire. Et c'est ouf. Bud Rower qui dit que Tekken 8 pèse 130 gigas. Non, mais c'est débile. C'est vraiment débile. Des jeux qui pèsent 130 gigas, ça ne fait aucun putain de sens. Surtout pour effectivement des jeux de combat qui n'ont pas 20 millions de biomes et des lores gigantesques et des transitions. Voilà. Je trouve ça. Bon, voilà, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Mais en même temps, je me dis, mais comment on en est arrivé là? Comment on en est arrivé à ce que Helldivers 2, qui n'est pas non plus un jeu gigantesque en termes de contenu, voilà, c'est pas non plus le. Voilà, c'est un très bon jeu. J'adore ce jeu et tout, mais c'est pas non plus le jeu le plus gourmand de la Terre en termes d'assets. Comment ça pèse 154 fucking gigas? Bah maintenant, on a le secret, c'est qu'en fait, ça en pesait que 23. Euh, Donnez-moi 2 secondes. On reste dans les bonnes nouvelles aussi avant d'attaquer les moins bonnes nouvelles avec Simogo. Pour les gens qui connaissent, je pense que beaucoup d'entre vous connaissez Simogo, qui est un studio de jeux mobile. Et Simogo sort Simogo Legacy Collection. Et en fait, Simogo Legacy Collection, c'était les premières prods de Simogo, donc studio mobile de qualité, euh, qui sont sortis entre 2010 et 2015, notamment Bumpy Road qui était très très connu, qui ressort sur une petite compile, sur mobile évidemment, mais aussi sur Switch. Et bah, ça nous rappelle un petit peu les premiers, la première vague de jeux mobiles, j'ai envie de dire, de qualité. Voilà. C'est eux qui ont fait Lorelei and the Laser Eyes aussi, pour ceux qui connaissent évidemment ce jeu. Je ne l'ai pas fait, hein, mais apparemment c'est assez dingue comme jeu d'enquête. Bref, si vous avez envie d'avoir eh bien, euh, une compile de très bons jeux de l'époque mobile, à l'époque on pensait que le mobile allait un peu remplacer les consoles, c'est dispo sur mobile, mais aussi sur console classique. Sympa qui dit dans leur deuxième post, les gens de Helldivers expliquent pourquoi c'était si gros. Ils dupliquaient volontairement les assets pour faire des lectures séquentielles sur disque dur mécanique. Ils avaient peur de pénaliser les joueurs par rapport au SSD. Ok, très bien. Merci pour les précisions. Donc, je vous ai mis le lien vers cette petite compile. Voilà. C'est sur Switch, Steam. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vu ces jeux parce que c'est des jeux qui étaient que sur iPhone, notamment à l'époque. Mais c'est vrai que Laurel and the Laser Eye a un peu remis comment dire, un peu remis le projecteur sur Simogo. Hop, je vous montre d'autres jeux qu'ils ont fait. Donc Laurel and the Laser Eye, Sayonara Wild Hearts, évidemment, qui avait été publié par Annapurna Interactive. Très très bon jeu, notamment de rythme. Voilà. Ça, c'était une des grosses sorties, notamment du
de Apple Arcade. Si vous l'avez jamais fait, il est très très bien celui-là. Il n'est pas dans la compile malheureusement, parce que là on parle vraiment que des jeux les plus vieux. Et le plus dingue que je l'ai pas fait, celui-là, mais il a l'air d'être vraiment fou. C'est Lorelei and the Laser Eyes avec une DA assez ouf. Et apparemment, bah, le jeu, il est apparemment c'est goldé en termes d'ambiance, en termes de mécanique et tout. Il paraît que c'est assez dingo, quoi. Voilà pour Simogo et pour les bonnes nouvelles. Et on continue avec un jeu qui vient de sortir. Et je savais même pas que ça existait, mais apparemment, c'est un jeu qui était en développement depuis 13 ans. L'histoire est folle et l'ambiance a l'air d'être assez folle. C'est un survival horror sur la Lune qui s'appelle Routine. Je vous montre le trailer de l'époque. Voilà, donc un trailer d'il y a 9 ans. Le jeu était en développement depuis 4 ans et ils avaient annoncé le développement du jeu est sorti pour 2017 et il sortira en 2026 finalement. Lunar Software, c'est un ancien de chez Eurocom, si je ne m'abuse, qui s'était lancé dans un jeu un peu d'horreur dans une station lunaire avec des robots un peu bizarres. Vous voyez ici que c'était l'annonce de 2016 pour dire que le jeu allait sortir en 2017. Donc voilà, ça c'était le premier trailer. Le truc, c'est qu'il s'est passé plein de problèmes autour du jeu. Problème de santé des développeurs, problème d'argent avec les retards qui allaient, problème de scale qui fait qu'en fait, ils n'arrêtaient pas d'augmenter un peu l'ambition du jeu. Le jeu, à la fin, faisait de moins en moins sens. Et finalement, ce qui est fou, c'est que donc l'histoire qui est folle, c'est que par rapport à des Arlésiennes qui sont toujours en développement, à un moment, la team Lunar Software a débranché le développement sur Routine pour passer à d'autres jeux parce qu'en fait, ils étaient tellement en galère sur le jeu, sur le développement, euh, qui n'arrivaient pas à avancer. Ils s'étaient un peu perdus en cours de route par rapport à la vision initiale et en fait, ils sont passés à autre chose. Et un jour, Rofuré est venu les voir pour dire ça vous dirait d'éditer le jeu chez nous. Et ils ne savaient pas quel jeu. Ils ont dit non, mais là, votre jeu que vous aviez arrêté, la routine, il y a un truc à faire. Et ils ont repris le jeu. Et ce qui est marrant, c'est que dans une interview, je sais plus comment il s'appelle, mais le boss de Lunar Studio dit qu'en fait, c'est un peu dingue parce que c'est comme s'ils avaient fait un remake de leur jeu qui avait été donc annoncé, commencé à 13 ans et annoncé il y a 9 ans, et que finalement ils ont été financés pour faire un remake de leur jeu qui n'était jamais sorti. Voilà, c'est un peu fou. Et donc je vous montre le nouveau trailer de Routine ici. Donc le vrai launch trailer premier juré. Et j'avoue que l'ambiance a l'air folle. Et vous allez voir, c'est un jeu évidemment d'ambiance avec une approche évidemment très diégétique de l'interface, puisque un peu comme des Dead Space ou d'autres, il n'y a pas d'interface à l'écran. Et je trouve ça assez intéressant, notamment avec votre outil à tout faire qui vous sert un peu de map, d'armes, etc. Il faut vraiment manipuler l'outil pour vous en sortir. Il faut regarder tous les éléments de décor parce qu'il n'y a pas spécialement de map, il n'y a pas de rappel, de boussole pour savoir où aller. Et vous allez devoir être très très observateur. L'ambiance a l'air d'être vraiment chouette. Et il y a un côté évidemment un peu rétro-futuriste qui a l'air d'être très cool. Voilà, ça c'est un peu voilà, ça c'est votre outil que vous allez récupérer. Et votre outil, c'est un peu votre interface. Donc voir la batterie, l'énergie, les munitions, viser dans les ennemis, etc. Ça va se faire via cet outil, via des objets. Et il n'y a pas trop d'autres interfaces. Et le but du jeu, c'était d'avoir un jeu qui vous oblige à faire très attention à ce qui se passe dans le décor, à penser, voilà, à être patient. Et ne pas attendre qu'il y ait évidemment des indices un peu trop évidents comme dans d'autres jeux ou des indicateurs ou des boussoles ou des checkpoints, quoi. Du coup, il y a une petite hype autour de ce jeu. J'aimerais bien en savoir plus, même si je pense que je suis généralement assez peu capable de supporter des ambiances de survival horror. À la base, Routine était une sorte de walking sim, si je ne m'abuse. Je remonte un peu l'outil qu'on récupère et qui a l'air d'être assez drôle. Voilà, c'est ça là. Votre menu de jeu, c'est à peu près ça, hein, globalement. Hein. Voilà, c'est ça. Donc, histoire assez rigolote autour de Routine que je connaissais pas du tout. Alors, des jeux annoncés qui disparaissent, il y en a plein. Mais celui-là, je trouve ça assez fou de vous dire que vous avez bossé sur un jeu et qu'au bout de X années, vous l'avez abandonné tellement que vous en sortiez pas et qu'un jour, on vous finance pour faire un remake de votre jeu. C'est drôle. Donc, IGN en parle ici. Voilà. Survival Horror hyper réaliste. Vous voyez, pas d'interface. Toutes les interactions, tous les indices, c'est à vous un peu d'observer ce qui se passe, comme si vous étiez un peu dans la vraie vie. Et vous avez évidemment votre outil là qui est, je trouve, super intéressant. Je sais pas où est l'outil. Est-ce qu'on voit l'outil ici? Non, on voit pas l'outil, c'est bête.
Bah, c'est leur voiture en action notamment. Avec le petit écran avec un refresh rate bien de merde pour voir à travers et tirer. Ça a l'air cool. Routine, les gens. Et dernier jeu dont je vais parler, parce que je vous ai parlé un peu que enfin non, avant le dernier jeu dont je vais vous parler, parce qu'il y a encore un jeu avec une bonne nouvelle, je vous avais parlé de Horses. Ce jeu d'horreur d'un studio italien indé, et qui était une sorte de critique de l'exploitation humaine. Donc je vous rappelle que, le pitch de Horses, c'était un jeu qui, vous mettait dans la peau d'un étudiant, d'une étudiante qui rejoignait une ferme pour 2 semaines de travail en mode vendange, cueillette et cetera. Et vous vous rendez compte, premier point, qu'en arrivant dans la ferme, les chevaux ne sont pas des chevaux, ce sont des humains nus avec une cagoule de cheval. Voilà, ça commence un peu comme ça. Donc jeu qui se veut évidemment dérangeant, grosse réflexion, voilà. Et on avait partagé ce post de blog du studio, qui expliquait qu'ils avaient été, eh bien, bannis de Steam il y a 2 ans, ce qui était déjà un coup très, très dur pour eux, mais qu'à 24 heures de la sortie de Horses, c'était l'Epic Game Store qui avait censuré le jeu. Et évidemment, je vous avais dit: «Est-ce qu'il n'y a pas un petit effet stressant qui est en train de se mettre en place?» Eh bien, si, puisque depuis que le jeu a été banni de l'Epic Game Store et du Valve, du Steam, de Valve, sans raison assez clean, alors que notamment sur Steam, on peut trouver des jeux qui sont 10 fois plus gore, eh bien, beaucoup de gens ont voulu jouer à Horses pour savoir d'où venait ce buzz et qu'a été ce jeu horrifique. Sans surprise, la plupart des gens qui ont acheté le jeu ont dit: «Bah, le jeu, il est intéressant, bien, pas bien, il est très dark, mais il est pas du tout choquant, par rapport à ce qu'on peut voir chez Valve actuellement, en vente», mais n'empêche qu'ils l'ont acheté. Donc il y a une interview qui est très intéressante avec, The Verge ici, qui a été faite avec le studio, Santa Ragione et le boss du studio Santa Ragione, qui explique qu'effectivement, grâce, aux discussions autour de Horses, le jeu est désormais, dans le top des ventes du Good Old Games. Mais ce qu'il explique aussi, c'est qu'il dit que quoi qu'il arrive, la non-disponibilité du jeu dans Steam, puisqu'on a Epic Game Store, fait qu'aujourd'hui, quand on a un jeu indépendant et qu'on n'est pas disponible dans Steam, c'est quasiment une condamnation à mort, quoi. Donc, il dit que même si le fait que beaucoup de gens aient acheté le jeu dans le Humble Store, le itch.io ou le Good Old Games ont permis, pour lui notamment, de rembourser la moitié de ses emprunts, si j'ai bien compris, ils n'auront jamais la visibilité d'un jeu qui sera vendu sur Steam. Après, encore une fois, est-ce que si le jeu était sorti en catimini sur Steam, il serait mieux vendu que actuellement vendu hors de Steam mais avec une hype autour? Je ne peux pas savoir. Voilà. Je serais complètement le genre de personne qui aurait joué à Horses si c'était pas un jeu qui était très flippant et surtout malaisant. Mais bon, vous connaissez un peu mon endurance pour ce genre de choses, mais je vous rappelle que Horses est disponible sur le Good Old Games, sur itch.io et Humble Bundle. Et si je ne m'abuse, le Humble Bundle a retiré aussi Horses de son catalogue pendant quelques heures avant de le réintégrer. Dr Vendor qui dit un jeu malade fait faire des gens malades pour un public malade. Bah non, c'est pas aussi simple que ça, Dr Vendor, puisque le jeu n'est pas du tout un jeu de violence gratuite. Si je ne m'abuse, c'est un réalisateur de film qui a bossé dessus avec le studio, et évidemment, il y a, il y a une réflexion évidemment sur l'exploitation humaine, mais je ne pense pas que ce soit un jeu qui soit genre un jeu passement de genre les simulateurs de viol ou les trucs full fascistes, etc. Mais encore une fois, comme la plupart des films d'horreur ou des genres gore ou chelou dans la littérature et tout, c'est un jeu qui clairement est un jeu qui est dérangeant. Mais la plupart des gens qui ont joué, ils ont dit mais en fait, c'est limite décevant parce que le jeu est dérangeant, mais il y a eu une telle hype autour qu'on s'attendait à quelque chose de beaucoup plus extrême, et ce qui n'est pas le cas. Je n'y ai pas joué, je vous rappelle juste que j'ai pu lire sur internet tranquillement. Voilà. Il est trop subversif. Bah, ce qui expliquait le Santa Ragione, le studio et le boss du studio, c'est qu'ils ont été virés pour avoir outrepassé des règles de l'Epic Game Store et de Steam, règles qu'ils pensent ne pas avoir outrepassées. Donc voilà, écoutez. Ils ont monté un dossier très sérieux, ils ont été très réactifs pour discuter avec Valve et Epic. Et en fait, Valve et Epic les ont un peu ghostés derrière. Donc il y avait un peu un côté genre tu dégages, voilà les raisons automatiquement invoquées, et si tu fais appel, bah, en fait, il y a plus de réponse. Ils ont surtout été laissés en vue. Et je vous rappelle encore une fois que
Ça raconte à quel point les plateformes aujourd'hui en général sont puissantes, quel que soit le type de contenu que vous faites, hein. Mais que vous soyez créateur de contenu sur YouTube ou créateur de jeux sur Steam, heu, vous vivez et vous trépassez à travers les plateformes aujourd'hui. Et enfin, on termine avec un dernier jeu qui, après tous les jeux dont je vous parle, qui ont été sauvés, qui sont sortis, qui sont des succès, et cetera, les Clairs Obscurs, les Helldivers 2, les Simogo Collection, et autres routines et autres Horses, voilà un jeu qui, n'aura pas comment dire? La même hype, puisque je vous montre un trailer qui a été effacé depuis, d'un jeu qui s'appelle Postal Bullet Paradise. Ouais, tout à fait. C'est un Camoulox, hein. Ce sont les gens de chez Goonswarm qui ont bossé sur un Vampire Survivor à vue à la première personne dans l'univers de Postal. Donc vous voyez le jeu, vous imaginez le type de jeu que c'est. Voilà, on peut pisser sur des tombes, on peut éclater des gens. Voilà. Postal, hein, pour les gens qui ne connaissent pas, Postal qui est une licence connue de FPS très de mauvais goût ouvertement, encore une fois pour reparler de mauvais goût. Le problème, c'est que en voyant ces cartes et autres assets du jeu, beaucoup de joueurs et de joueuses ont accusé Goonswarm d'avoir utilisé de l'IA générative pour générer les assets de leur jeu. Les développeurs de Goonswarm se sont défendus d'avoir utilisé de l'IA générative, mais à tel point que, eh bien, Running with Scissors, donc l'éditeur du jeu, pas le studio qui a développé le jeu, donc, mais les gens qui éditent Postal, ont annulé la sortie du jeu. Alors, j'imagine que s'ils ont annulé la sortie du jeu, c'était qu'il se passait vraiment quelque chose, voilà, mais vous voyez ici que Running with Scissors a fait une communication autour du jeu. Alors je mets le lien déjà vers le trailer qui a désormais disparu, parce que le jeu a été littéralement annulé suite à la grogne autour de l'IA générative, qui est vraiment un sujet très fort actuellement autour de tous les arts et du jeu. Mais vous voyez ici que nous avons été submergés par des réponses négatives de la part de notre communauté Postal. Donc, je pense que dans une communauté aussi trash, sur un jeu aussi trash que Postal, te dire que tu as été submergé de réponses négatives pour te faire changer d'idée, ça doit être un sacré numéro parce que Postal, chaque jeu est vraiment assez horrible à tous les sens du terme, quoi. Un des éléments principaux de retour, c'est que des éléments du jeu sont très certainement générés via IA et c'est quelque chose qui n'est pas accepté dans notre communauté. Nous sommes toujours transparents avec notre communauté et notre confiance dans le studio de développement, donc Goonswarm, a été brisée et donc nous avons tué le projet et on aura d'autres projets ensuite là-dessus. Et les conséquences sont assez immédiates puisque Goonswarm ferme. Voilà, tout simplement. Goonswarm va fermer, puisque même s'ils continuent à se défendre d'avoir utilisé de l'IA générative pour générer des assets assez dans les grandes largeurs de leur jeu, eh bien, ils disent que ils sont harcelés, que évidemment leur nom a été souillé dans tous les sens, et que quoi qu'ils essaient de faire pour clamer leur innocence, apparemment c'est de pire en pire vu la communauté, on va dire un peu vénère qu'il y a autour d'eux, et donc ils ont dit que littéralement ils ont bossé sur un jeu, ils ont livré le jeu à leur éditeur, le jeu a été montré, ils sont pris un bad buzz de ouf qui semble justifié parce que l'éditeur a aussi perdu sa confiance dans eux, il les a pas défendus, et ils ont non seulement annulé le jeu, mais le studio disparaît désormais dans la foulée, quoi. C'est juste vénère. Dr. Wonder, c'est pas Vampire Survivor 2, c'est Vampire Crawlers qui a été annoncé au Xbox Fest. Et voilà un petit peu pour cette histoire assez un peu surréaliste, quoi. S'il n'y a pas vraiment d'IA, c'est très triste, comme dit Yolan93. Ouais, mais je pense que Running with Scissors, qui est vraiment un éditeur habitué à faire des jeux super trash et hyper polarisants, c'est un moment, ils disent direct, genre, on a entendu vos retours, notre confiance, elle est brisée envers le studio. Je pense qu'ils auraient. Enfin, je pense pas qu'ils mentent. Voilà. Je pense que eux-mêmes ils sont d'accord pour dire que le jeu a été fait avec de l'IA générative, ce qui est pour l'instant un tabou dans beaucoup de jeux. Heu, Si ça a été un petit bad buzz, je pense qu'ils auraient complètement même surfé dessus, quoi. Sur Hype qui disent que tu n'achètes pas le jeu, je veux bien, mais harceler les développeurs qui utilisent de l'IA, je comprends pas. Ouais, je connais pas bien la communauté de Postal, mais je suis pas sûr que la communauté de Postal soit la communauté la plus cool du monde. Pendant ce temps-là, dans les assets de Call of Duty,
Bref, allez, on attaque le dernier point de cette revue de presse, les gens. Alors effectivement, mon stream aujourd'hui est un petit peu court, mais c'est pas grave, demain on jouera à Ark Riders. Avec, évidemment, évidemment, Zootopia 2. Je vous en parle juste rapidement. Alors pour moi, Zootopia 2, c'est un film de rang 2 ou 3. Je trouve ça très sympa. Je m'en rappelle plus du tout. Voilà. C'est pas du tout un truc d'un niveau, je sais pas, des meilleurs Pixar, des meilleurs Miyazaki ou même des meilleurs Disney. Mais Zootopia était un gros succès Disney. Donc je vous rappelle, hein, une jeune fliquette lapine, pleine d'ambition et de bonne volonté, qui se retrouve avec, dans une enquête dans le monde animal avec son acolyte qui est un renard un peu filou. Bref, c'était un gros succès. On a sorti Zootopia 2 et Zootopia 2 a tout pété. Voilà, il a tout éclaté, puisque il rentre dans le Guinness des records comme, je crois, le 4e plus gros démarrage au box-office, toutes catégories confondues. Je crois que c'est le plus gros film d'animation de tous les temps. Pourquoi, mesdames et messieurs? Pourquoi? Parce que la Chine, bien sûr, les moitiés des 500 millions de dollars de recettes ont été faits en Chine. Donc, plus grand lancement de l'histoire d'un film d'animation. 559 millions de dollars pour le week-end de lancement, dont la moitié en Chine. 4e plus gros lancement de l'histoire, toutes catégories confondues. Les deux Avengers et Spider-Man No Way Home. Plus gros lancement de 2025. Voilà. Plus gros lancement d'une suite de l'histoire. Bon bref, c'est un carton gigantesque. Mais encore une fois, j'ai envie de dire qu'il y a le point Chine qui montre que les chiffres, évidemment, une fois que tu as jackpot et que tu es autorisé à sortir ton film en Chine et qu'en plus il marche bien en Chine, c'est le carton. Je vous rappelle que les plus gros scores de Transformers, c'est surtout parce que c'est un des rares films américains qui était diffusé en Chine. Il n'empêche que les chiffres sont assez dingos. Ils sont assez dingos hors de la Chine. Et le film, je n'ai pas suivi du tout l'histoire. Je sais pas si ça va être bien ou pas. Mais de tous les films d'animation, je ne pensais pas que Zootopia serait vraiment le nouveau Reine des Neiges, quoi. Mushy Pups, bienvenue à toi dans le chat. J'étais à l'avant-première à Shanghai. Il y avait même le PDG de Disney dans la salle. Ah ouais, t'as vu le truc quand même, hein. Ouais, je savais pas, je savais pas. Mais bon, voilà, c'est le point Zootopia qui était le point le plus important. Mais évidemment, après, si on parle de points moins importants, Netflix, évidemment. Netflix qui a annoncé le rachat de Warner Bros. Et on n'a même pas eu le temps d'en parler aujourd'hui, qu'entre ce matin et aujourd'hui, eh bien, je vous rappelle que désormais, il y a une contre-offre de la part de Paramount. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant parce que justement, c'était un peu l'histoire. L'annonce de base, c'est que 83 milliards de dollars pour acheter Warner Bros, qui est une boîte qui a eu du mal à digérer ses précédents mariages, pour dire les choses poliment, notamment avec AOL et tout, mais qui garde quand même un trésor de guerre en termes de licence qui est absolument, quasiment sans commune mesure. Donc, la Warner, c'est DC Comics, c'est Harry Potter, c'est évidemment HBO et toutes les licences HBO de type Game of Thrones, Last of Us. C'est un portfolio qui est vraiment un bijou de chez bijou, quoi. Donc, ce qui est marrant, c'est que là, on va en parler parce que Paramount vient de contre-attaquer. Mais l'histoire qui est drôle, c'est que à la base, l'idée, c'est que en fait, le co-PDG de Netflix, voilà, Ted Sarandos, eh bien, il s'est fighté avec notamment Skydance, la boîte du fils de Larry Ellison. C'est vraiment c'est un petit monde. À l'époque où Paramount était en vente. Donc je vous rappelle qu'il y a quelques temps, Paramount, qui est aussi un gros studio américain vénérable de la télé et du cinéma, a été vendu à Skydance, qui est donc la boîte du fils de Larry Ellison. Je vous rappelle que la fille de Larry Ellison, elle détient Annapurna Interactive, et que le fils de Larry Ellison est en train de monter un géant des médias avec Skydance, et qu'à l'époque, quand Paramount était en vente, donc pareil, boîte prestigieuse mais en perte de vitesse, qui n'a pas réussi à prendre en route les nouvelles révolutions, dont Netflix par exemple et le jeu vidéo, eh bien Netflix avait voulu racheter Paramount il y a quelques temps, et c'était Skydance qui s'en était emparé. Voilà. Et donc ça a été un petit drama en interne. Et je vous rappelle que depuis que Skydance s'est emparé de Paramount, je vous rappelle que Larry Ellison est dans les petits papiers de Donald Trump et que au hasard,
pour que la vente ait lieu, je vous l'avais raconté, un certain Stephen Colbert avait été cancel de CBS et il ne sera pas renouvelé au mois de mai 2026, alors qu'il fait des très bons scores parce qu'il critique trop Donald Trump. Bref, ce qui est intéressant là, c'est que dans les coulisses du rachat, on sait que depuis le début de l'année que Warner Bros est en vente. Donc le groupe qui est propriétaire de Warner Bros s'appelle Discovery, donc Discovery Channel. Et au début de l'année, le PDG avait séparé en deux entités, Discovery, l'entité Discovery Global et Warner Bros. Ça, en langage financier et business, c'est qu'il s'apprêtait à vendre Warner Bros. Donc, on sait depuis des mois qu'il y avait des tractations pour savoir qui allait racheter Warner Bros. Et à peu près tous les noms ont été cités. Évidemment, Netflix, mais on a même pensé aux GAFAM comme Amazon ou Apple qui cherchent toujours plus de contenu. Et on sait aussi que dans les coulisses, eh bien, Paramount, Skydance avait très très faim parce qu'ils sont assis sur une fortune gigantesque du papa Ellison, que le fils est très jeune mais très très ambitieux, et que surtout, bah, dans ce climat de régime autoritaire de Donald Trump, être ami avec Donald Trump, évidemment, ça vous ouvre beaucoup de portes. Et apparemment, en interne, dans les discussions, Warner Bros. Avait été approché évidemment par la famille Ellison et leur avait dit justement à la famille Ellison, notre garantie à nous, c'est que toutes les barrières légales de la FCC, etc., seront levées si on vous rachète. Donc, il n'y aura pas il y aura pas de barrière de la part du gouvernement si c'est nous parce qu'on est des potes des Trump. Je ne sais pas comment ils ont offert. Je ne sais pas. Mais ils n'ont pas offert assez puisque à la fin, c'est Netflix et donc Ted Sarandos, donc concurrent direct de la famille Ellison, qui s'est emparé de, euh, de Warner pour un prix assez costaud puisque Warner espérait avoir une valorisation à l'équivalent de 30 dollars par action. Parce qu'encore une fois, tout ça, c'est qu'une sorte de gros sous et d'actionnaires. Et donc, c'est Netflix qui, avec son offre à 83 millions de dollars, s'est approché de ce prix cible visé par Warner et a empoché le terrain. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous le voyez ici, on apprend que le co-PDG de Netflix ne s'est pas fait avoir ce coup-ci et il a été s'entretenir avec Donald Trump dès le mois de novembre, j'imagine, pour avoir le feu vert du rachat de la Warner Bros. Et c'est comme ça que Netflix a soufflé la Warner sous les pieds de Skydance, qui avait déjà avalé la Paramount il y a quelques mois maintenant. Bref, une histoire de gros sous, une histoire de guerre en sous-marin, une histoire d'influence, et voilà. Sauf que, maintenant que je vous explique un peu tout ce qui avait donné le rachat annoncé maintenant il y a quelques jours par Netflix, toute la bataille qu'il y a eu pour racheter ces grands groupes vieillissants qui ne savent plus gérer les nouvelles pratiques, les nouveaux formats, les nouvelles stars, etc. Pour vous donner une idée, Netflix, je vous rappelle qu'il y a 20 ans, quand ils se lançaient, c'était une start-up qui vendait surtout des DVD, enfin de la location de DVD par correspondance, quoi. De savoir qu'aujourd'hui, c'est le plus gros géant en termes de séries télé et de films dans le monde, en termes de diffusion. Ça vous prouve bien que tous les géants, encore une fois, n'ont pas vu venir les trucs, n'ont pas pris les virages. Vous connaissez l'histoire avec les MP3, avec tout ça. Bref. Donc là, j'apprends en plein stream parce que quand j'ai fait ma revue de presse ce matin, c'était pas encore le cas. Mais que ça, je le savais. Comme je vous le disais, la famille Ellison est pas contente du tout de s'être fait souffler Warner. Encore une fois, est-ce qu'ils auraient été capables légalement de racheter la même année Paramount et Warner? Il y aurait des petits problèmes. Mais bon, je vous rappelle qu'on vit dans un pays où il n'y a plus de loi, il n'y a plus rien, il y a juste Donald Trump. Donc si tu lui grâce à la patte, tu fais ce que tu veux. Mais donc j'apprends là que Skydance, on va aller voir ça tout de suite, aurait fait une contre-offre à un moment où normalement c'est scellé entre Warner et Netflix. Mais bon, voilà. Skydance et Paramount auraient fait une contre-offre plus haute pour stopper le deal. Je la découvre avec vous du coup. Bah, il y a une heure. Défiant Netflix, Paramount Skydance fait une contre-offre de 108 milliards de dollars. C'est marrant comment le fils Ellison, c'est littéralement son père. J'allais dire en plus jeune, mais vu comment Larry Ellison est retouché et relifté dans tous les sens, on dirait vraiment Larry Ellison, quoi. Donc c'est très bizarre, quoi. Le groupe de télévision et de cinéma Paramount Skydance a présenté lundi 8 décembre une contre-offre pour son concurrent Warner Bros. Discovery, valorisée à 108,4 milliards de dollars, 3 jours après l'annonce d'un accord de rachat entre Warner Bros. Et Netflix. Donc je vous rappelle qu'on avait eu une première annonce jeudi dernier d'une entrée en discussion exclusive entre la Warner Bros. Et Netflix, ce qui généralement, en grande majorité du temps, annonce une acquisition. Mais voilà, discussion exclusive, c'est vraiment pour dire les deux partenaires sont d'accord
Il peut rester des derniers rebondissements, genre le gouvernement est contre ou les autorités anticoncurrentielles sont contre. Le lendemain, Netflix avait formalisé le rachat, en mode c'est bon, les bros, mais voici un très très beau rebondissement à 105 milliards de dollars. À la différence de Netflix, qui ne propose pas de racheter pour l'essentiel que le studio Warner Bros. Et la plateforme de streaming HBO Max pour 72 milliards de dollars, Paramount Skydance veut, lui, acquérir l'ensemble de Warner Bros., y compris son portefeuille de chaînes de télévision. Avant d'étudier une vente, Warner Bros. Discovery avait pour projet de scinder du reste du groupe ses chaînes, parmi lesquelles figurent CNN et Discovery, estimant leur potentiel de croissance moins dans un contexte d'érosion de la télévision par câble aux États-Unis. Paramount Skydance a été le premier à manifester son intérêt pour Warner Bros. Discovery. Il a soumis au moins 5 offres avant celle de lundi, mais le conseil de Warner Bros. Lui a préféré Netflix, qui a également coiffé au poteau le câble opérateur Comcast. Notre offre est la plus élevée parmi celles qui sont sur la table, a déclaré David Ellison, patron de Paramount Skydance, lors d'un entretien à la chaîne CNBC. Celle de Netflix valorisait Warner Bros. Et HBO Max à 83 milliards de dollars dettes comprises, 72 milliards de dollars hors de la dette. Je crois qu'à un moment, Warner Bros. Avait genre un truc genre, je sais plus, 57 ou 77 milliards de dollars de dettes quand ils ont été rachetés pour la première fois de AOL. C'était un délire. Euh, Bref, d'où sort tout cet argent? Je te conseille, Faraken, d'aller voir la fortune de Larry Ellison, qui est un des 5 hommes les plus riches du monde et à un moment brièvement top 2 lorsque Oracle a surfé à fond sur la bulle spéculative de l'IA. Je crois que depuis ce top de marché, Oracle a perdu genre 40-45% de leur valorisation. Bref, les hauts et les bas des ultra-riches. Pour tenter de convaincre le conseil d'administration de la Warner Bros. Discovery et ses actionnaires, Paramount Skydance est prêt à financer son offre intégralement en numéraire, alors que celle de Netflix comportait une partie en actions. D'où est-ce que tu sors 104 milliards de dollars en cash? Le groupe est parvenu à réunir cette somme colossale en s'appuyant pour partie sur le patrimoine de la famille Ellison. Tiens, tiens, le patriarche, Larry, étant l'un des hommes les plus riches du monde avec une fortune estimée à 270 milliards de dollars, selon Forbes. Et évidemment, le petit détail, wink wink, on ne dit pas son nom, mais nous avons davantage de certitude d'obtenir l'accord des régulateurs que Netflix a fait valoir David Ellison. Ça, je vous rappelle que c'était apparemment déjà leur argument en privé, c'est-à-dire en gros Brendan Carr, l'homme de main de Donald Trump et le patron de la FCC. Évidemment, ils l'ont dans la poche s'il graisse assez la patte à son patron. Dimanche, en marge d'une cérémonie à Washington, Donald Trump avait exprimé des doutes quant à l'opportunité d'une union entre Netflix et la Warner Bros. Netflix a déjà des très grosses parts de marché, a-t-il rappelé, ce qui pourrait être un problème. Ce rapprochement réunira en fait 2 des 3 plus grosses plateformes mondiales de la vidéo à la demande, soit plus de 300 millions d'abonnés pour Netflix et 128 pour HBO Max, ex-Max, ex-HBO Max. Ouais, comprenne qui pourra. Laisser le premier service mondial de streaming fusionner avec le troisième, mauvais pour la concurrence, a avancé David Ellison. Ce dernier a aussi pour lui que Donald Trump est proche de Larry Ellison, lequel qui contribue financièrement aux campagnes électorales du président américain. Et c'est vrai que on se posait la question là-dessus. On se posait la question. Puisque de la même manière qu'à l'époque où Microsoft a racheté Activision, Blizzard King, on s'était dit les consolidations comme ça entre géants, c'est jamais bon pour le consommateur et la consommatrice. Moins d'offres, augmentation des prix, licenciement. Là, ça sentait aussi effectivement la même chose, c'est-à-dire que si à un moment vous avez HBO Max et Netflix, qui sont 2 géants de la production télé et des plateformes de streaming qui fusionnent ensemble, dites-vous bien que vous allez avoir évidemment là-dedans, ce ne sera pas 1 plus 1 égale 3, ce sera 1 plus 1 égale 1,5. Donc il y a beaucoup de gens qui vont se faire licencier, il y aura beaucoup moins de concurrence, il va y avoir certainement une augmentation des prix, concentration des pouvoirs, concentration des visions créatives. Moi perso, le rachat de la Warner Bros par Netflix, ça me chauffe pas du tout. On savait que la Warner Bros, il fallait qu'ils se vendent. C'était vraiment la seule sortie financièrement viable pour Warner, qui n'arrivait pas, encore une fois, à négocier tous les nouveaux virages que le secteur demande. Mais racheté par Netflix, ça fait peur. Après, racheté par David Ellison, bon, ça me donne clairement pas envie non plus. D'un point de vue concurrentiel, évidemment, Paramount Plus ne pèse rien par rapport à Netflix. Je vous rappelle que Netflix pèse 4 fois plus, je crois, que le groupe Warner Bros. Discovery. C'est vraiment complètement un délire. Mais David Ellison, c'est pas non plus le mec qui m'enthousiasme le plus, quoi. On a un tel niveau de boîte d'argent que de toute façon, ça va pas être un tatoueur indé socialiste qui va racheter la Warner, hein. De toute façon, c'est une sorte de gros sous entre personnes qui sont requins entre eux. Mais c'est une grosse saga qui se met en marche là. Il y a aussi la WGA qui s'est dit contre la vente à Netflix. Ouais, c'est pas bon. C'est pas bon. Ok, c'est peut-être négatif, mais est-ce qu'on peut tout de même espérer un catalogue Netflix plus conséquent et s'il y a Grifs? Non,
Pas tout de suite parce que Netflix avait annoncé que les deux entités allaient opérer individuellement, notamment HBO Max et Netflix. Après, je vous rappelle que lorsqu'il y a des rachats de ce genre-là, par exemple Hulu, qui n'est pas connu en France mais qui est très connu aux États-Unis, c'est pareil, une plateforme de contenu. Hulu, quand ils ont été absorbés par, euh, par Disney qui a racheté tout le réseau 20th Century Fox, eh bien Hulu n'a en soi pas disparu. Mais aujourd'hui, Hulu est disponible dans Disney+, comme une section de Disney+. Vous avez genre Pixar, National Geographic, Marvel, Disney, et puis vous avez Hulu, qui est désormais une section de Disney+. On aurait pu avoir Netflix et une section HBO Max avec tous les shows de HBO Max dans Netflix intégrés à terme, par exemple. Évidemment, c'est toujours pareil quand vous faites un rachat, vous tentez de rassurer les employés et les gens qui ont leurs habitudes en disant t'inquiète, HBO Max reste HBO Max, il n'y a pas de souci, on changera rien. Et puis je vous le donne évidemment en mille. J'attends le grand max 6 mois après l'acquisition pour qu'il y ait des licenciements par centaines littéralement, puisqu'il y aura évidemment des grandes redondances entre Warner et Paramount Skydance ou entre Warner et Netflix. Il y a des gens qui vont sauter, que ce soit marketing, petite main, etc. Ça, c'est sûr et certain. Donc l'acquisition, elle devait être formalisée pour le troisième trimestre 2026, je crois. On va voir si ça repousse un peu les échéances. Mais dans un monde où Disney a pu racheter la Fox et Marvel, je vois pas comment on pourrait décemment refuser le rachat de Warner Bros par Netflix. Euh, Un mot, taste. Trump. Si t'es pas dans les petits papiers de Trump, en fait, il fait ce qu'il veut, hein. Enfin, je vous rappelle, là, il y a littéralement des entreprises qui ont cancel des animateurs juste pour que Trump les laisse faire leur deal. Donc, quand on est à ce niveau-là, la justice ou pas la justice, on vit dans une époque aujourd'hui aux États-Unis qui est très 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 différente que celle du temps du rachat de Marvel par Disney. Je vous rappelle qu'à l'époque, Disney avait dû racheter Marvel pour 5 ou 6 milliards de dollars de l'époque, c'est vraiment rien de rien, quoi. Donc, Willou qui dit c'est le câlin. Ouais, c'est vrai, c'est le câlin. C'est le câlin. Mais, évidemment, on est dans un monde où on préférait qu'il y ait beaucoup plus de concurrence parce que c'est à l'avantage des consommateurs et des consommatrices. Mais là, on rentre évidemment dans des grosses consolidations massives dans le jeu vidéo, dans le contenu, dans la tech. euh, et voilà. Mais je vous avoue que la famille Ellison, bon, ouah, ça pue un peu quand même, hein. Ça pue un peu, hein. Donc, donc vraiment très difficile d'être optimiste ou pas. Les seuls gens qui sont bien, c'est les dirigeants de la Warner Bros. Qui sortent la tête haute et qui, après avoir un ramé de chez ramé et un peu loupé tout ce qu'ils entreprenaient entre le DC Universe et HBO Max, au moins le PDG de la Warner, il va sortir avec son parachute doré et il va se mettre très très bien. Surtout si l'offre record de Netflix, elle est augmentée de littéralement 20%. Plus de 20%, parce qu'on passerait de 83 à 108 millions de dollars. Donc, on est à 25 millions de dollars en plus. On serait à quasiment plus 30% sur le prix du rachat proposé. Après, c'est aussi parce que le rachat est plus global que celui de Netflix. Mais autant vous dire que les dirigeants de la Warner, ils sont en train de se régaler là-dessus. Évidemment, regardez Netflix, hein, bien sûr. Et regardez Harry Potter, bien sûr. Oui, 80 milliards, pardon. Donc, c'est un énorme, comment dire, c'est un énorme bloc qui est en train d'être mis en jeu là, et c'est une grosse partie de l'avenir du cinéma et de la télé qui est en train d'être mis en jeu actuellement. Parce que vous imaginez bien que HBO, notamment parce que c'est HBO qui nous intéresse tous et toutes, hein, globalement pour la qualité de leur série télé. HBO, je vous rappelle, hein, c'est The Wire, Les Sopranos, Game of Thrones, Tchernobyl et compagnie. Euh, HBO qui est souvent reconnu comme quasiment le meilleur producteur de séries télé de tous les temps. Euh, Qu'est-ce que ça va faire quand ils vont être entre les mains de David Ellison? Voilà. Je ne sais pas si le ton va changer, mais je pense que j'ai plus peur pour le style HBO sous la gouverne de Larry Ellison que sous la gouverne notamment de Ted Sarandos, quoi. Mais bon. Citez-moi une seule bonne série Netflix actuelle. Moi, je suis pas fan, hein, de Netflix, mais il faut voir que ça cartonne. Mais je pense qu'on n'est peut-être pas le public pour Squid Games, pour K-pop Demon Hunter et pour Stranger Things. Mais quand on voit les chiffres, en fait, bah, c'est des chiffres où c'est les plus grosses séries du monde, c'est eux, quoi.
Effectivement, je suis plus client de ce que fait HBO, mais aujourd'hui, quand on voit les scores d'audience, Netflix est numéro un devant absolument tout le monde. C'est qui le patron de Netflix? Demande la carotte écrit. Non, c'est pas le patron de Netflix. Le fondateur et les deux PDG de Netflix ne sont pas des gens connus du grand public. Donc Netflix, c'est aussi le carton autour des documentaires, tous les trucs genre Love is Blind, ça cartonne de ouf. Hem Donc, il ne faut pas sous-estimer Netflix parce que vous trouvez que c'est plus ce que vous aimiez à l'époque. Netflix, d'un point de vue audience, ça se passe très, très bien pour eux, hein. Les Wednesday, les 100 physique, toutes les réalities TV marchent très, très bien pour Netflix. Je vous rappelle que comme les autres sont en train de se lancer dans la course au sport, ils ont fait notamment les premiers matchs de boxe de Jake Paul et autres. Ça a très, très bien marché d'un point de vue audience. Donc, ils vont se lancer dans le live event et le monde du sport aussi. Donc Netflix, moi perso, je suis pas très client de Netflix, hein. Vraiment, je garde l'abonnement pour ma meuf qui regarde beaucoup plus de séries Netflix que moi, mais moi pas trop. Et voilà. Elle s'est régalée avec La Diplomate notamment. Voilà. Mais c'est vrai que la concentration, en tout cas, de ce marché, mais qui est évidente, hein, encore une fois, le marché de la SVOD, tout le monde s'est lancé dessus. Puis en fait, à la fin, c'est toujours pareil. Il va rester que deux, trois grands gagnants. Et là, les deux, trois grands gagnants, ça va être Netflix. La personne chez qui HBO va aller et Disney Plus globalement et les offres des GAFAM de type Prime et Apple TV, voilà quoi. Le reste ne va ramasser que des miettes et on se retrouve encore une fois, si vous voyez, sur un oligopole de 4 plateformes globalement très très dominantes sur les autres et les restes qui vont être un peu spécialisés comme des, je sais pas, des Crunchyroll ou des trucs comme ça quoi. Le reste, donc on est sur une saga et intéressant parce qu'effectivement, j'apprends en live grâce à vous euh, que Paramount, donc c'est marrant parce que je voulais faire toute l'histoire autour de ce rachat, mais que Paramount Skydance n'est pas content du tout. Mais je pensais qu'ils avaient mangé leur chapeau en mode, bon, ils se sont fait avoir. Pensant que être dans les petits papiers de Donald Trump leur donnait un peu l'ascendant sur les autres, ils s'étaient fait avoir. Mais non, ils reviennent à l'attaque là-dessus et avec une offre. Mais l'offre, elle est délirante hein, parce que évidemment, 104 milliards de dollars, c'est délirant comme offre. Et ce qui est marrant, c'est d'une certaine manière, du coup, ça vient aussi de l'abus spéculatif autour de l'IA. Comme quoi, qui a rendu leur père qui était déjà immensément riche, encore plus riche. Et c'est-à-dire qu'ils peuvent se permettre de proposer un premium de 30% par rapport à Netflix, ce qui est vraiment. Ça me paraît surréaliste, en fait. Ça me paraît surréaliste, mais bon, bref. On verra. Ça sent la saga, hein. Ça sent le Alicia la saga, comme diraient les fans de Game of Thrones. Mais ça sent la grosse, grosse saga autour de Warner. Un peu comme on est la saga autour d'Activision Blizzard King, qui a pris vraiment un temps fou pour se concrétiser ou pas, ou des sagas entre ARM et Nvidia. Là, on est peut-être parti sur une guerre monstrueuse, à un moment où, je vous rappelle que le gendarme des télécoms, donc la FCC, n'aura pas un rôle à jouer aussi transparent et aussi clean qu'auparavant, quoi. Ça va être fou. Est-ce que ça attire les productions vers le bas, dit Schnack? Je sais pas. Je sais pas. Moi, personnellement, je me retrouve pas trop dans Netflix, mais je pense qu'en tant que plateforme grand public, elle est bien en termes de quantité de prod et de qualité des prods. Je pense que les gens, ça leur suffit, ça leur va très bien. Je m'y retrouve pas trop, mais je trouve pas que c'est nul Netflix, par exemple. C'est moins ma cam qu'avant, mais pour moi, c'est loin d'être nul. Et ils continuent à sortir des séries, des films qui des fois sont vachement bien. Donc c'est ça. C'est juste que ils sortent tellement de choses par rapport à avant que je pense que les choses se sont un peu, c'est devenu un peu une routine, c'est moins exceptionnel, c'est moins sexy qu'avant. Et voilà, c'est normal. On peut pas, si on peut, mais c'est toujours dur d'entretenir la flamme dans un couple. Il y a un moment, on va s'appeler papa, maman. Et voilà, et c'était peut-être mieux avant, mais est-ce que c'est pas la nature des relations longues? Ça ferait une bonne série Netflix, ça.